déclaré victorieux le candidat numéro 20, le candidat numéro 4, le candidat numéro 13. Aujourd'hui, nous essayerons, bien entendu, avec nos invités, de répondre à ces questions. D'ores et déjà, je m'en vais vous présenter tout de suite. À ma gauche, je vous présente mon frère Gérard. Il va donner son nom et puis brièvement se présenter. Ainsi, nous ferons le tour de la table. Allô, moi c'est Gérard Beaufetta, je suis chrétien, je suis un évangéliste et je suis aussi quelqu'un qui suit de près la politique au Congo. Bien entendu, je suis congolais et je fus parmi les fondateurs de Collectif pour le Congo. Donc c'était un mouvement d'activistes qui travaillait pour l'avènement ou qui faisait des activités pour qu'on puisse avoir un jour un pays de droit au Congo, de droit et des lois. Donc c'est un peu brièvement mon résumé. Voilà. Gérard Beaufetta, un chrétien activiste politique, est-ce que cela se concilie? Bien entendu, je ne pense pas que je me fais politicien pour soutenir un politicien ou avoir un esprit partisan, mais je suis sympathisant. Et par rapport aux Écritures, la Bible nous dit que nous sommes le gardien de son prochain. Donc nous sommes le gardien du prochain. Et donc je ne peux pas me taire lorsque je vois des crimes qui sont commis autour de moi ou dans ma nation ou du pays duquel je suis originaire. Je ne peux pas me taire. C'est être hypocrite. Je ne pense pas que dans la Bible, il n'y a pas eu un moment donné où il y a des hommes qui sont tués devant les crimes ou l'injustice. À l'exemple, à l'instar de Jean-Baptiste de la Bible, qui décriait ce que Hérode était en train de faire. Donc je suis la même marche, donc je suis quelqu'un qui défendrait les opprimés et le peuple qui souffre et tout. Merci beaucoup Gérard. Tout de suite à ma droite, c'est Erléo Moutou, membre actif de l'UDPS. Il va se présenter par lui-même. Alors moi c'est Raymond Kashiba. Erléo c'est dans un autre cadre, disons. Donc, plus artistique. Voilà, donc je représente donc la jeunesse UDPS au Canada. Voilà. Et tout de suite après, c'est papa Jean-Emmanuel. Il se présente aussi. Moi, c'est Jean-Emmanuel Mouté-Vanzandou. Je suis un combattant activiste, membre, donc fondateur du Collectif pour les Congo, un mouvement donc associatif créé au Canada, notamment à Ottawa, qui a fait donc parler de lui pendant donc la période où on devait défendre l'impérium et ainsi que la vérité des urnes. Oui. Et en même temps, je suis aussi un membre donc de l'UDPS, donc je suis un combattant et activiste, membre de l'UDPS. Tout de suite après papa Jean-Emmanuel, nous avons le doyen Jean-Richard Baka. Oui, c'est bien sûr Jean-Richard Baka. Je suis congolais, comme mes professeurs l'ont désigné, en fait, l'ont dit. Je suis membre du COGEDIA, le Commissariat général de la diaspora congolaise, qui est un groupement qui fait partie de ce qu'on appelle GIRAC, qui sont disséminés à travers le monde. Donc, nous travaillons pour l'avènement d'un Congo libre et prospère. Donc, nous sommes membres de la société civile. Papa Jean-Richard, puisque vous avez la parole, pourriez-vous déjà nous donner vos premières impressions? Vous avez certainement suivi un peu sur le net ce qui se passe au Congo, la façon dont les élections se sont déroulées. Est-ce que vous avez une première impression? Une première impression, c'est comme tout le monde, c'est une impression de chaos. Un chaos qui est organisé. Un chaos organisé, soutenu pour une raison évidente. Ça, c'est ce que j'ai entendu et les échanges que j'ai eus avec nos correspondants, nos compatriotes qui sont au pays. Mais en tant que membre de COGEDIA, je ne suis pas surpris et je ne vois pas comment ça pouvait être autrement. Il n'y avait pas la possibilité que ce soit autrement que ce que l'on voit. Mais nous, dans COGEDIA, dans GIRAC, nous sommes pour l'application de l'article 64. Nous sommes pour le soulèvement populaire organisé
Nous sommes pour une période de transition pour permettre au Congo de se restaurer ses institutions et permettre un élan pour que le Congo puisse avancer. Merci. Cogédia pour le soulèvement populaire, nous en reviendrons, nous en reparlerons tout à l'heure. Papa Baka aura le plaisir, le loisir de nous développer là-dessus. Papa Jean-Emmanuel, vous soutenez certainement le candidat numéro 20. Je pense que ça serait quand même hypocrite de ma part de dire que je ne supporte pas les candidats numéro 20. Mais je voudrais quand même revenir d'abord à la tenue de ces élections. Et j'aimerais d'abord qu'on salue justement le courage du peuple congolais. Parce qu'on a vu, la journée du 30 décembre, c'est une journée qui va rester donc dans l'histoire de notre pays. En effet, le peuple a donc montré sa volonté d'aller aux urnes, la volonté donc d'assouvir sa soif de changement à travers les élections qu'on aurait donc souhaitées justes, équitables, transparentes, apaisées. Mais malheureusement, il n'en a pas été ainsi et je pense que nous allons donc développer ça tout au long donc de nos interventions tout à l'heure. Donc ma première chose, c'est de saluer donc le peuple congolais qui s'est levé comme un seul homme, qui s'est mobilisé justement pour manifester son souci de changement, sa volonté de changement par rapport donc à ce pouvoir qui a pillé notre peuple. Mais j'ai personnellement du mal à comprendre une chose. Vous le soulevez vous-même, mais la question, je vais l'adresser à à Raymond. Papa Jean-Emmanuel dit que les élections ne se sont pas déroulées dans les meilleures conditions. Pourquoi alors insister malgré tout d'y aller? Si je ne me trompe, vous soutenez vous-même aussi le candidat numéro 20. Donc ici, je pense à Félix Antoine Tshilombo. En fait, bon, merci pour la parole. C'est que il fallait absolument que les élections se tiennent parce que elles devaient se tenir depuis 2016 déjà. Et donc, on continuait à reporter ces élections justement pour le bénéfice de la Kabylie. Et donc, il fallait absolument que les élections se tiennent. Nous, à l'UDPS, on savait déjà que c'était des stratégies pour justement se maintenir au pouvoir alors que le peuple attendait justement le changement des régimes. Mais maintenant, nous, ce qu'on a dit, on a dit que non, on va y aller avec ou sans machine parce qu'on savait que les machines n'étaient que prétexte pour justement, parce qu'ils savaient que probablement l'opposition allait voir que les élections seront tenues dans des conditions quand même catastrophiques et qu'on allait probablement donc boycotter. Quand on boycotte, ça bénéficie à qui? Donc à la Kabylie. Et donc c'est pourquoi on a dit on va y aller avec ou sans, parce qu'on savait déjà qu'ils n'avaient pas suffisamment de machines pour tenir des élections partout dans le pays. Ils n'étaient pas assez organisés, ils ont refusé l'aide logistique donc de l'ONU, ils ont refusé même l'aide financière des autres partenaires pour pouvoir tenir des élections par eux-mêmes, alors qu'on savait qu'ils étaient incapables de le faire. Donc ce n'était que des stratégies justement pour faire en sorte que l'UDPS et l'opposition en général puissent boycotter les élections. C'est pourquoi on a dit on va y aller avec ou sans, pour que justement on voie jusqu'où ils allaient aller. On a vu aujourd'hui dans quelles conditions ces élections se sont tenues, et donc nous pensons qu'on avait raison de dire ce qu'on avait dit, parce qu'aujourd'hui ils sont dos au mur. Ils ont pu tenir des mauvaises élections, mais malgré ça, le peuple va justement donc, avoir un dernier mot. Waouh, je suis un peu sidéré d'entendre ce que vous êtes en train de dire. Il fallait absolument que les élections se tiennent. Oui. Vous dites aussi que boycotter les élections bénéficierait à la Kabylie. Absolument. Est-ce que vous pouvez me répondre? Des élections telles que nous les avons connues aujourd'hui bénéficieraient à qui? Ben, là, clairement, peu importe les gagnants de ce soir, ça ne sera pas un représentant de la Kabylie, ça c'est clair. Donc ça va aller à l'opposition. Maintenant, et je pense que ça se joue entre Félix Tshisekedi et Martin Fayoul. C'est les deux candidats de ce soir, en fait. Donc ça bénéficie à l'opposition. Quels que soient les gagnants, nous serons quand même, il y aura un changement des régimes. Ah, donc, Papa Jean-Emmanuel, on peut espérer qu'aujourd'hui, la victoire appartiendra à l'opposition, peu importe les tricheries qui nous ont été dévoilées
à chaque instant. On a vu à Kingasani, on a vu à Limete, on a vu que par endroits, les machines à voter n'étaient pas disponibles. On a entendu, on a même vu des gens arrêtés avec sur eux 40 cartes d'électeurs. On a entendu et on a vu d'autres personnes avec chez eux la machine à voter. Il y en a qui parlent de personnes qui ont passé toute une semaine à voter pour leur candidat. Et M. Montou nous dit ici que peu importe cette configuration, les élections, en tout cas la victoire, appartiendra à l'opposition. J'aimerais que Papa Baka aussi réagisse à cette question. Est-ce que vous avez la même espoir que peu importe aujourd'hui, l'issue sera de toutes les façons en faveur de l'opposition? Moi je dirais, vu le chaos qui est sorti de ces élections, je crois, à mon humble vue, même si je ne suis pas de ceux qui prônent ou qui ont accepté ces élections, je crois savoir que c'est le peuple qui gagne. Pourquoi le peuple gagne? Parce que aujourd'hui, tout le monde a vu la soif qu'a le peuple congolais de changement, la soif pour ces élections. C'est mal organisé, c'est chaotique, mais le peuple gagne pourquoi? Parce que face au monde entier, ceux qui ont soutenu Kabila sur le plan de ce qu'on appelle la communauté internationale se rendent compte aujourd'hui que Kabila n'avait pas la volonté d'organiser les élections, il ne voulait pas partir, mais il a été coincé par les pressions internes et pressions externes pour faire un semblant des élections. Alors, maintenant, pourquoi le peuple gagne? Parce que Kabila est dos au mur et tous ceux qui soutenaient Kabila se rendent compte aujourd'hui que leur candidat n'est pas celui que le peuple souhaite avoir ou n'est pas celui que le peuple aimerait continuer à travailler avec. Donc, s'il n'y avait pas élection, Kabila aurait continué en justifiant le report des élections pour plusieurs raisons. Mais maintenant que tout est sorti et les élections sont là mal organisées, est-ce qu'il va imputer la faute à l'opposition, au peuple congolais ou à sa propre machine? Parce qu'un jour, il devra se justifier devant ses amis bailleurs de fonds ou ses amis supporters qui sont dans l'Union africaine ou l'Union européenne ou en fait l'ensemble de la communauté internationale. Même si publiquement il ne peut pas le dire, mais quand ils vont se retrouver dans le salon, il aura du mal à expliquer qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça. Donc c'est une victoire pour le peuple. À mon sens, oui. Vous pouvez répondre à la question. Moi, je pense que ces élections, il fallait les tenir. Et je crois qu'au départ, il y a un parti politique, donc l'UDPS, qui avait dit dès le départ qu'avec ou sans machine à voter, nous allons aux élections. Je pense qu'aujourd'hui, la stratégie paye. Parce qu'on a vu qu'au niveau de l'opposition, il y a deux branches. Et moi, je peux assumer très bien que les deux branches de l'opposition aujourd'hui sont complémentaires. Ça, c'est très important. Et qu'aujourd'hui, si on fait l'analyse donc de l'échiquier politique congolais, on constate qu'il y a trois forces. Et que ces trois forces, mathématiquement, on peut leur donner donc une force égale. Ça veut dire des 33, 33, 33. Donc, il va rester 1%. Et ces 1%, moi, je peux affirmer que ces 1%, on les mettrait donc dans les camps de l'opposition. Ça veut dire que qu'on les veuille ou non, Chadar, il peut avoir ses 33%, mais l'opposition, il y a au moins une dynamique, il y a au moins un groupe qui pourrait avoir 34% et gagner ces élections-là. Mais il ne faudrait pas non plus qu'on tombe dans un raisonnement purement mathématique parce qu'au-delà, il y a effectivement donc l'intention de celui qui a organisé les élections. Nous avons tous vu qu'ils n'avaient jamais, au grand jamais, la volonté pour organiser ces élections. Ils voulaient justement créer un glissement. N'oubliez pas que c'est depuis 2016 que Kabila est au pouvoir qu'il devait donc
organiser ces élections et ils ne l'ont jamais fait. Alors il ne fallait pas qu'on leur donne justement un prétexte aujourd'hui pour continuer avec ces glissements, parce qu'on pourra leur donner encore 10 ans qui ne seront jamais prêts donc à organiser ces élections. Maintenant, les élections sont faites, elles sont imparfaites, nous devons donc les reconnaître. Mais il y a une chose qu'on doit savoir, c'est que les résultats seront proclamés le 6 janvier. Et que si ces résultats donnent le candidat donc du pouvoir, ça veut dire Emmanuel Shadary, gagnant, je pense que le peuple n'acceptera pas ces résultats. Ça, c'est un fait, et que le peuple va se prendre en charge, et c'est ce qu'on attendait. Parce que le peuple a exprimé, on l'a vu, à travers justement la campagne électorale, même le jour des élections, on a vu donc les gens qui chantaient, même devant le président de la commission électorale, donc Séni, les gens qui chantaient, qui criaient que Nanga, vous n'êtes qu'un vendu, un voleur. Ça veut dire que le peuple n'a plus peur justement pour se prendre en charge. Et je pense que nous allons attendre le 6 janvier et que le peuple justement montrera donc de quoi il est capable. Merci beaucoup. Vraiment, est-ce que je me retourne ici à ma gauche pour prendre Monsieur Gérard. Vous avez entendu ici ceux qui soutiennent le candidat numéro 20 trouvent toujours pertinent d'être parti aux élections. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Et est-ce que vous pouvez nous dire d'ores et déjà ce qui pourrait se passer au cas où l'un de ces candidats de l'opposition ne passait pas? D'abord, j'aimerais juste recadrer mon point de vue. Par rapport au principe, je suis sympathisant du candidat numéro 4, non pas parce que je suis partisan, mais sympathisant. C'est-à-dire que je me base plutôt sur le principe. Le principe, c'était qu'ils se mettent tous d'accord et qu'ils présentent un candidat. Et ce candidat pourra, avec l'euphorie nationale, avec la communion de la population congolaise, pourrait mettre au mur, c'était le plan, mettre au mur le tyran. Alors, nous avons vu que le groupe de Félix et les autres se sont mis de côté. Bon, à tout malheur, comme on dit. À quelque chose malheur malheur est bon. Alors, voilà, donc on est arrivé maintenant au point où les faits sont là. Mais voilà que le peuple congolais a pu démontrer le rejet général de ce tyran et de son pouvoir. Donc nous avons pu constater ça par des faits, c'est palpable, c'est vérifiable. Donc dans le terrain, le régime actuel est complètement rejeté. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, ou ce que je pense que c'est un atout pour nous, les personnes qui pensent que dans les jours qui vont venir, les choses vont se développer différemment, c'est qu'il y a une synchronisation. D'abord, la synchronisation du fait qu'en 2011, l'Église catholique ne s'était pas prononcée, et l'Église catholique ne s'était pas affirmée comme étant témoin durant le déroulement des élections. Donc nous avons l'Église catholique qui est là et qui est affirmative. D'habitude, ça a toujours été l'Église au milieu du village. Avec un rôle plutôt passif. Maintenant, son rôle est plutôt actif. Ce qui veut dire que dans les jours qui viennent, avec les déclarations de Dr Mukwege, qui a exposé un peu l'ossature du système mondial, en leur disant, écoutez, voilà, regarde ce qui se passe au Congo. Vous déroulez des tapis rouges pour des dictateurs, des personnes qui sont derrière tous les massacres au Congo. Et les élections où le peuple démontre à la face du monde, ça c'est une ignominie. Comment voulez-vous, à voir tout ce qui s'est passé, le peuple congolais a exposé le rejet total de ce régime. Donc il n'y a aucune chose qui peut justifier. Et je me pose la question si en ce moment aussi, même la SADC serait-elle embarrassée de pouvoir prendre position? Parce que c'est une évidence, c'est plus qu'une évidence que le peuple a rejeté. Et que par rapport à ce qu'ils ont dit, 33%, je ne pense même pas qu'on peut arriver à 33%. Même avec les tricheries, je penserais qu'on leur donnerait peut-être 25% à la limite. Ils ne pourront pas arriver à 33%. Et si c'était des élections qui sont vraies, Shadary ne pourrait même pas avoir 5%. À entendre des gens dans les terrains, en parlant avec des personnes qui sont au pays, même dans l'arrière-pays, en fait, c'est une mobilisation générale et je félicite le peuple congolais.
En tout cas, vient de nous rejoindre Monsieur Sage Gayala, un autre invité. Il prendra la parole tout à l'heure. Je viens de voir l'intervention de Patricia. Patricia, il n'est pas trop tard. Nous sommes encore là. Nous allons passer un bon moment ici à décortiquer ces élections. Tu peux toujours nous rejoindre. Nous sommes au 430 Rideau Street. Ce n'est pas loin de chez toi. Je crois que il n'est pas trop tard. Tu peux venir nous rejoindre, Sage. Nous disions que les élections se sont déroulées aujourd'hui à Kinshasa. Les conditions ne sont pas les meilleures. Ici, autour de la table, la majorité, en tout cas au moins 2 personnes, sont d'avis qu'il fallait impérativement aller à ces élections. Alors que Papa Bakalaba nous dit qu'il aurait fallu appliquer l'article 64 plutôt que d'aller aux élections. Peux-tu nous dire d'entrée de jeu quel est ton avis là-dessus? Merci beaucoup, excusez-moi pour le retard. Je crois que je partage le même avis que Papa Baka. Parce que je suivis moi aussi ce que plusieurs ont dit au sujet des élections. Parce que ce qu'ils cherchaient, c'est d'enlever la Libye au régime de Kabila. Mais je crois que cet argument ne se justifie pas au vu, à mon avis, ça c'est mon point de vue, au vu de tout ce qui s'est passé dans notre pays. Est-ce que quelqu'un qui a assisté ou qui a organisé de massacres comme nous l'avons vécu chez nous a besoin d'un autre alibi ou pour chasser un type de dirigeant, est-ce qu'il nous faudrait chercher un autre alibi? Je vais rappeler de certains faits qui démontrent que nous avions déjà au Congo dépassé les limites des alibis. Vous avez vu, et le monde entier le sait, le candidat président de la République, M. Chadari, a organisé le massacre dans le Kasaï. Vous avez vu, des vidéos existent. Les experts des Nations Unies ont été abattus devant tout le monde. Et nous le connaissons. Est-ce qu'il faudrait encore donner de la chance à ces pouvoirs? Je crois que ces élections vont donner plutôt une opportunité à ce genre-là de se maintenir au pouvoir, de démontrer qu'ils ont un esprit ouvert, qu'ils ont un esprit démocratique. Et je crois que la Libye servirait plutôt à ces gens-là. Et sur le plan technique, au-delà des émotions, il faudrait regarder les élections en face. Comme vous le savez, ces élections ont été organisées, devaient être organisées il y a 2 ans. Donc ceux qui sont enrôlés, se sont enrôlés il y a plus ou moins 4 ans, depuis qu'ils détiennent des cartes d'électeurs. Et comme vous le savez, s'il y a eu engouement pour ces cartes d'électeurs, c'était parce que ça servait au même moment de carte d'identité. Donc l'intention primaire de gens, c'était d'avoir une carte d'identité pour ne pas se faire déranger. Parce que l'enrôlement représentait pour ce pouvoir dictatorial que nous connaissons au Congo depuis plus ou moins 20 ans, ce pouvoir a obligé les gens d'avoir ce carte parce que réussir pour eux l'enrôlement était la réussite qu'ils amenaient le peuple vers la démocratie. Et nous, comme vous le savez aussi, nous comptons au Congo plus ou moins 80 millions d'habitants. En fait, les recensements ne sont pas très récents et on ne peut pas le vérifier, mais c'est ce qui se dit partout. Et pour les électeurs, ceux qui détiennent de cartes d'électeurs, il y en avait à peu près 40 millions. Donc, cela représente presque la moitié de la population. Et à part le 40 millions, il semble qu'il y avait au moins 10 millions d'effectifs, de gens qu'on ne connaissait pas, d'où ils venaient. Et celui qui connaissait le secret, c'est celui qui est au pouvoir. Et cela n'a pas été décanté avant des élections. Et comme vous le savez, les élections qui ont connu l'engouement, surtout à l'ouest, c'est les élections de 2011, avec le feu président Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire. Et la participation tournait aux alentours de 60% de la population en général, surtout à l'ouest. À Kinshasa, si ma mémoire est bonne, en 2011, il y avait 56% de participation, 56 ou 58% de participation. Donc si vous faites des calculs, une population de 80 millions d'habitants, où les enrôlés sont à 40 millions,
Et la participation est aux alentours de 50%. Donc, les élections ne concernaient que 20 millions d'habitants sur le 80 millions. Donc, je vais continuer le calcul et on va encore baisser, vous allez comprendre d'où je veux en venir. Et à part ça, je suivais les élections avant de venir ici. On dit qu'il y a machine à bureau. Il y a des millions de gens qui ne retrouvaient pas leur bureau. Je ne sais pas s'ils ont organisé ça avec le système d'envoyer le SMS, reconnaître votre bureau. On ne sait même pas c'est lui qui gérait ces bases de données. Aucun opposant de ceux qui sont allés aux élections n'est s'est opposé à ça. Et deuxième chose, vous vous souvenez qu'il y a Yumbi dans le Maïndombe, Butembo et Beni qui ne vont pas voter. Ça fait au moins 1 million d'électeurs qui sont rayés, donc des électeurs vrais. 3%. Donc ça fait 3% de gens qui sont partis. Et si vous prenez aujourd'hui des gens qui ne retrouvaient pas leur bureau, ou de gens qui sont morts depuis 4 ans qu'ils détiennent les cartes d'électeurs. Donc vous allez voir qu'on peut légèrement réduire 5 millions d'habitants qui ont disparu sur la carte d'électeur. On peut en rester comme ça 15 millions. Et si vous prenez les 15 millions, comptez le 10 millions fictifs qu'eux ils détiennent, eux savent ce qu'ils vont en faire. Donc vous voyez déjà l'équilibre, ils détiennent à peu près, déjà pour ceux qui vont voter, ceux qui vont exprimer. Ne comptons pas les bulletins nuls. Les gens qui viendront, qui ne vont pas bien voter, le vote qu'on va voler, etc. Donc vous voyez, en réalité, nous pouvons dire 15 millions vont voter, et le 15 millions, si vous divisez par le nombre de grands candidats, comme on dit, donc si on prend Félix Tshisekedi, Martin Fayulu et le candidat le dauphin de Kabila. Donc si vous prenez que un candidat peut gagner les élections avec, disons, 35%, comme on est en train de faire de la totalité aujourd'hui. 35% de 15 millions, si vous prenez 15 millions, vous divisez par 2, c'est 5 millions à peu près, enfin par 3. Donc ça fait 5 millions de Congolais sur les 80 millions qui vont élire un président de la République. Et cela est très bien monté. Et ça, c'est voulu, c'est vraiment de la volonté de ce pouvoir en place. Rappelez-vous, l'opposition était venue avec un discours à un certain moment en disant que, écoutez, nous devons plutôt enrôler les jeunes de 18 ans, ceux qui ont eu 18 ans après. Vous savez, notre population est jeune. Si vous prenez à l'espace de 4 ans, ceux qui ont eu 18 ans, c'est ceux qui avaient, à ce moment-là, entre 17 et 13 ans. Même 15, oui. Oui, entre 17 et... Oui. Oui, donc 17 et 14 ans, oui. disons comme ça. Donc, entre 17 et 14 ans, vous avez effacé sur la carte congolaise, sur l'expression de la liberté, de la démocratie, des millions de Congolais. Et ça, nous pouvons être fiers aujourd'hui disant que voilà, nous faisons de la politique, notre pays s'appelle de manière très injurieuse République démocratique du Congo, où plus ou moins 5 millions de Congolais vont se choisir un président par rapport à un pays qui a 80 millions d'habitants. Et les adultes, à l'âge de voter, dépassent la moitié. Donc c'est vraiment, pour moi, je crois que c'est avec raison que je me suis opposé, non pas seulement sur le plan idéologique, mais sur le plan de calcul, sur le plan de fait, sur le plan de papier. C'est comme ça que je soutiens l'idée du vieux Baka, que c'est saugrenu d'aller aux élections dans cette situation que nous avons vécue au Congo. Merci. En tout cas, très bel éclaircissement. Pour rappel, ici, M. Sage vient de nous restituer un peu les faits chiffre par chiffre. Le Congo, avec plus ou moins 80 millions d'habitants, dont 40 millions d'électeurs, en tout cas d'habitants enrôlés. Sur les 40 millions, on peut dénombrer, on peut en tout cas espérer une participation de 50%, ce qui revient à 20 millions. Sur les 20 millions restants, il y en a qui sont rayés d'office par Nanga. Nous pensons ici au territoire de Beni, Yumbi et Butembo, qui représentent plus ou moins 3%. À cela, il faut rajouter des divers problèmes ci et là, notamment le camion qui a fait
avant-hier accident sur la route de Kikwit qui automatiquement rayait par exemple 15 bureaux de vote. Donc, il nous reste plus ou moins 15 millions d'électeurs et dans ce lot de 15 millions d'électeurs, l'information qui nous parvient est qu'il y a au moins 10 millions d'électeurs fictifs dont on ne connaît ni les empreintes ou ni de nom ou pour avoir ou peut-être que ce sont des mineurs, ce qui nous représente sur les 15 millions d'électeurs, concrètement 15 millions, 10 millions détenus par la Kabylie de façon furtive et l'opposition n'a plus qu'à gérer 5 millions. Toujours dans cette configuration-là, êtes-vous toujours d'accord que cela reste pertinent de partir aux élections? La question est posée à Papa Jean-Emmanuel et bien sûr à M. Monto. Je pense que nous n'allons pas discuter aujourd'hui sur les chiffres, et notamment les chiffres que donne mon jeune frère Sage. En effet, sur ce plan-là, on peut faire des spéculations, on peut dire tout ce qu'on veut. Et concernant maintenant le pourcentage que moi j'avais donné tout à l'heure en disant qu'il y a 3 forces politiques actuellement au Congo, c'est qu'il y a une très très bonne chose. Pourquoi? Parce que les 3 forces, il y a une force qui représente bien sûr la Kabylie, il y a 2 forces qui représentent l'opposition. Alors quand je disais que les 2 forces se répartissent donc de manière égalitaire le pourcentage, donc l'électorat, c'était justement pour montrer qu'en fin de compte, c'est l'opposition qui est forte aujourd'hui au Congo. Ça veut dire les forces du changement. Que ce soit avec Lamuka ou avec Kach, ces 2 forces représentent la majorité donc de notre population. Et moi, je suis sûr que ces 2 forces, qu'on les veuille ou non, elles vont se mettre ensemble demain pour justement prendre le pouvoir. Donc, le tiers que j'ai donné, ce n'est pas un calcul qui est fait, c'est plutôt juste un petit raisonnement mathématique hein, pour comprendre que nous constituons aujourd'hui une force. Alors, lorsqu'on parle de l'article 64, moi je pense que c'est toujours facile justement à dire, mais ce n'est pas aussi facile à appliquer. Et je crois que c'est là où se trouve donc le grand problème, les gros défis, c'est celui-là. On peut brandir l'article 64. Regardez, Kabila est au pouvoir, ça fait un bon bout de temps. On n'a pas pu le faire partir, justement. Les 2 années supplémentaires qu'il est passé au pouvoir, c'est parce qu'on a essayé d'accommoder tout le monde, accommoder le peuple congolais et nous accommoder aussi avec l'opinion internationale. N'oubliez pas que Kabila a signé des contrats avec, bien sûr, les lobbies, avec les forces de l'Occident. Et si justement ces gens-là vous demandent de passer par les élections pour prendre le pouvoir, à un moment donné, on n'a pas de choix. C'est pour cela qu'on tenait à ce qu'on fasse ces élections. Maintenant que les élections sont faites, nous avons donc prouvé à la face du monde, Kabila a prouvé à la face du monde, qu'il a été incapable d'organiser ces élections. Ce n'était pas des élections, c'était une véritable parodie. Tout le monde l'a vu. Avec les machines qui n'étaient pas à jour, il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Les listes électorales, les gens n'arrivaient pas donc à trouver leur nom. Donc il y a eu tellement donc des magouilles que ces élections ne représentent pas grand-chose, on le sait. Mais tout simplement, nous autres, les gens de l'opposition, on voulait donc mettre Kabila au pied du mur. Et à ce moment-là, nous appelons donc nos amis, tous ceux qui ont pensé dès le départ qu'il faudrait qu'on fasse partir Kabila par la force. C'est maintenant qu'ils doivent, je ne dis pas nous rejoindre, mais plutôt, on devrait maintenant se mettre ensemble. Donc sortir comme un seul homme pour mettre justement Kabila avec tous ces gens dehors. Maintenant, il n'y a plus de prétexte pour dire que voilà, celui-là, il est donc fatiste, celui-là, il est fallouiste. Nous sommes aujourd'hui l'opposition. Donc, nous attendons nos amis, que ce soit Kojedia, nos amis du collectif et tant d'autres, maintenant de venir. Nous devons nous asseoir autour de la table pour aider notre peuple qui attend donc les changements. Merci.
Vous pouvez répondre à la même question brièvement, comme ça on va... Je vais aborder dans le même sens. Il a dit essentiellement ce que j'allais dire. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, la place de l'article 64, en fait, on n'a pas perdu son utilité. On peut encore faire recours à cet article dans l'éventualité où, justement, si on proclamait aujourd'hui, au vu, je vois des PV de bureau de vote qui circulent un peu partout, où on voit Chadari qui sort toujours troisième partout. J'en ai vu au moins une trentaine jusque-là. Il est toujours troisième partout. Alors comme ça, quand on arrive à proclamer Chadari comme gagnant, ben ça va étonner tout le monde. En ce moment-là, ça sera le temps d'utiliser justement l'article 64. À l'heure actuelle, je pense que ça prenait ces élections justement pour pouvoir prouver justement au monde que justement la majorité des Congolais soutenaient justement les changements et les changements n'étaient pas représentés par la Kabylie. Donc, c'est un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup. Bon, reprenez-moi si je me trompe. Je pense que quand on va aux élections, c'est pour les gagner, n'est-ce pas? Absolument. C'est ainsi que j'ai beaucoup apprécié l'effort ici de Papa Sage de pouvoir nous démontrer chiffre par chiffre le risque que nous courions de partir dans cette configuration. Ce qui ressort de ce calcul ici, c'est une démonstration que pourra demain nous faire le pouvoir, une démonstration de sa victoire. C'est-à-dire, à partir des machines à voter qui ne sont pas contrôlées, dont vous n'avez pas la maîtrise du chiffre, des endroits, donc il pourra démontrer de façon véridique qu'il est victorieux. Comment allez-vous le confondre le moment venu? Donc il ne suffira pas après de dire lèvons-nous pour appliquer l'article 64, alors que vous êtes vous-même volontairement induit en erreur et de façon, permettez-moi, de façon plus ou moins un peu stupide, j'ai l'impression. Bon, en fait, juste peut-être, je n'ai pas, peut-être, pour revenir sur les calculs, disons, des sages, bon, peut-être une petite correction, l'enrôlement s'est fait en 2016. Donc, on parle de deux ans. Oui. 2 ans. Bon, si on parlait de 10 millions d'effectifs ou 15 millions, ça, les mathématiques qu'il a fait ici, c'est pas officiel. C'est-à-dire que les pouvoirs ne peuvent pas prétendre ces 10 millions-là pour justifier sa victoire. Ça serait quand même assez bête de faire ça. Donc, sur les calculs, ou bien sur les 20 millions ou 10 millions, disons, ou même les 5 millions restants, c'est sur ça que les pouvoirs, justement, devraient justifier sa victoire. Mais quand, au vu des PV qui circulent partout, de quelle manière peuvent-ils, justement, justifier autrement la victoire de Chadari? C'est ça la question. Viens de nous rejoindre sur le plateau, maman Denise Wangata, pardon, excusez-moi. Elle est membre, elle est ici officiellement Fourmi Rouge, mais accessoirement membre de la coalition Lamouka. Nous allons lui poser aujourd'hui la question par rapport à cette obédience-là. Lamouka, est-ce que Espoir Ezali, est-ce qu'aujourd'hui, Lamouka, au vu de ce qui s'est passé au courant de la journée, est-ce que vous avez les informations, le peuple était réellement rangé derrière votre candidat? Bonsoir, et puis je voulais... Donc, par rapport à tout ce qui est en train de se passer présentement par rapport à l'élection, je vais dire que la Mouka, nous avons l'espoir. L'espoir, pourquoi? Parce que voir l'info où ils ont circulé, au niveau du terrain, dans toutes les régions, par rapport au maître qui va voter, mais les gens se sont dit non, nous avons droit, personne ne peut arracher notre droit de vote. Va s'arranger dans le bango. Alors, par rapport à journaliste, questionnement sur terrain, différentes places, quand bien même il y a toujours des irrégularités, bureau de vote fictif, il y en a qui retrouvent même leur nom dans la poubelle. Donc, ils vont chercher, qui va retrouver dans la poubelle. Il y a des machines, soi-disant batterie, soi-disant courant, donc il y a beaucoup de choses. Nanga s'est arrangé pour se moquer de Congolais. Mais quand bien même, on est toujours fort
Et dans le bouche de tout le monde, on parle toujours de Fayulu. Donc tout le monde parle, le candidat, oh, Bissot, on a besoin parce qu'on en a marre, on a besoin de changements. Alors 6 sur 10, il y a au moins 8 qui parlent toujours de Fayulu. Donc c'est pour dire que le changement est là. Donc de ce côté-là, quand bien même il y a toutes ces choses-là, il n'y a pas à craindre. Donc c'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup. Mais d'après mes informations, aujourd'hui, semble-t-il que déjà, à notre grande surprise, que frontière, il y a Burundi et Tikali, il y a Kofungama. Ça, c'est le Burundi qui l'a annoncé officiellement. Alors que le ministre de l'Intérieur a kanaki la frontière, nous sommes pour la élection. Et ce qui est assez tiquant, c'est le fait que ça na est, c'est ça Burundi. Hier à l'Obiango, est-ce que c'est ça qu'on sous-entend que Rwanda peut être sous frontière et ça pour Fongama? Est-ce que vous avez que la population moko inconnue ça la déversé comme des Congolais pour voter? Est-ce qu'il n'y a pas crainte dans ce sens-là? Je donnerai peut-être la parole à mon frère ici. Je ne répondrai pas directement à ta question, mais je voulais remettre la question à notre frère Gayala, de pouvoir éclaircir un peu comment est-ce que le gouvernement peut jouer avec les 10 millions fictifs, comment est-ce qu'ils peuvent arriver à les justifier, étant donné que lorsque Martin Fayulu a fait dire au président de la CENI que les élections ne seront pas faites au niveau de la machine à voter, puisque ça serait imprimé et puis l'imprimante imprimerait les fiches de vote et tout, et ça serait jeté dans le ballot. Alors, il faudrait d'abord qu'il y ait des PV, et que ces PV, ce sont des PV qui justifieront les scores que les candidats feront. Est-ce que tu peux nous éclaircir comment est-ce que le gouvernement peut arriver à justifier cela? Merci beaucoup pour la question. Donc, en répondant à cette question, je répondrai doublement à d'autres questions qui ont été, en fait, d'autres inquiétudes que les amis ont soulevées. C'est très simple, très très simple. On dit, comme j'avais dit avant, qu'il y a machine à voter à bureau. On attendait 120 000 machines à voter. Donc, ça veut dire qu'il y a 120 000 circonscriptions où les gens devraient se rendre pour voter. Ça, c'est la première des choses. Et vous allez constater d'abord à ces concerns, vous aviez parlé tantôt de catholiques qui ont de témoins. Je crois, si ma mémoire est bonne, c'est 40 000 témoins. 40 000, hein. Donc, si vous prenez 120 bureaux et vous avez 40 000, c'est eux qui ont la plus grande représentation, 40 000, ça ne représente rien. Donc, ça ne représente même pas la moitié de bureaux où il y aura de témoins. C'est la première des choses. Le parti politique ont accrédité, j'ai vu l'UDPS qui a accrédité, c'est le parti qui a plus accrédité les gens, c'était 5000 accréditations. Donc j'ai vu ça dans le site. Et Fayulu était en train de se plaindre jusqu'à hier que ces 5000 accréditations ne sont pas sorties. Et le reste, c'est des gens qu'on ne contrôle pas, qui ne représentent même pas 10 000 personnes. Donc si vous prenez la SADC et les autres, c'est 3, 4, 5 personnes qui viennent, qui sont dans de grandes villes. Donc, si vous prenez par rapport aux statistiques que j'avais données tantôt, j'aimerais revenir aux statistiques de 2006, première élection depuis plus de 30 ans au Congo. Il y a eu un engouement, et avec le feu président Etienne Tshisekedi comme candidat, il y a un engouement. 2011, donc 2006, première élection, 2011 avec le feu président. À Kinshasa, il y avait, à 2006, 57% de participation, 2011, 56%. Vous pouvez comprendre pourquoi est-ce que le 1% ont sauté, alors qu'à 2011, Kinshasa était plus politisé qu'en 2006. Bandundu, 50%. 2011, 56%. Mais je ne dis pas qu'il y a eu combien de pourcents après. Et Équateur, c'était 84. 2011, 2006, 50, 2011. Vous savez pourquoi ils ont donné 84 en 2006? Je vais vous peindre ça très rapidement. Parce qu'ils ont donné 97% à Bemba sur le 84 et ils ont donné à Kengo 39. Donc vous comprenez? Donc c'est-à-dire c'était voulu pour... on lui donne plus là-bas et au sud du Katanga, Kabila en a eu plus. C'était pour équilibrer, approcher un tout petit peu.
Le Kasaï occidental, très politisé. Et vous avez vu l'engouement quand Félix Tshisekedi est allé là-bas. 2006, c'était 51%. Avec Etienne Tshisekedi, 50% de participation. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Et maintenant, qu'est-ce qu'ils feront? Kasaï oriental, 42% 2006 et 54% 2011. Donc, pour vous dire que si on fait une certaine prospective, nous voyons très clairement que maintenant, c'est encore pire que ce que nous avions vécu avant. Et revenons maintenant à comment est-ce qu'il va justifier ces 10 millions d'effectifs. Par rapport au PV. Effectivement. Donc, quand on parle PV, le PV que vous êtes en train de voir, c'est dans des grandes villes où il y a exactement ces témoins. Et dans d'autres, donc ils ne représentent même pas 50%. Et dans les 50% que nous ne contrôlons pas. Vous avez oublié que Kabila a fait presque 99% dans un village où Mouzé venait dans le Katanga. Et personne n'était absent ces jours-là, personne n'était malade, personne ne l'a justifié. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Donc ils ont encore une marge de 60% des lecteurs et des bureaux qu'ils contrôlent. Parce qu'il ne peut pas y avoir des témoins là-bas. Donc vous comprenez? Bien entendu. Ça veut dire, on peut bien, c'est à eux de décider. Parce que quand vous parlez de transfert ou de comptage manuel, n'oubliez pas, ces bulletins de vote ont le code QR. Pourquoi ils ont ce code QR? Ça sert à quoi si ça doit être manuel? Et ils ont gardé. Le bulletin qu'ils ont imprimé après continue à avoir ce code QR. Et aucun technicien de l'opposition ne vous a dit que le transfert, les ports de machines à voter étaient bouchés. Personne ne vous a dit ça. Donc c'est pour vous dire, et il y a même une vidéo que j'ai mise sur ma page Facebook où quelqu'un est allé voter, il fait entrer le bulletin, l'erreur qu'il reçoit, c'est dit, il est en train de filmer dans le bureau de vote. Ça dit, le bulletin a été déjà utilisé. Donc ce n'est pas une erreur que, bon voilà, il faut resetter la machine, mais ça dit, le bulletin a été déjà utilisé. Il y a des dames à Kingasani qui sortent de la maison de Marie-Ange Lukiana à Kingasani, où il y a des bureaux de vote, où ils sont allés voter. Dans la maison de Marie-Ange Lukiana, qui votent. Donc c'est-à-dire pour vous dire que si vous contrôlez, ça c'est dans des grandes villes. Mais là où vous avez vu les gens aller avec les vélos, avec des machines à voter, où ils partaient avec. Et pensez à une chose, lorsque on déployait les machines, difficilement les machines à voter, les militaires de Kabila se déplaçaient très bien. Des camions, des avions, des bateaux. Mais qu'est-ce que veut Kabila? Les élections? Les machines, on voit les vélos pousser et les déplacements des militaires pour réprimer les gens partout au pays, c'est les avions, les hélicoptères, les bateaux, etc. C'est-à-dire, nous n'avons pas besoin qu'on dessine pour nous où ils vont. Le candidat de Kabila va gagner avec 1% ou 2%. C'est élection à un tour. Et c'est tout. Ou justifier ces voix, ils vont distribuer le voix qu'ils ont selon leurs calculs. Je crois en 2011, on avait fait à l'UDPS ce calcul-là, si je me souviens bien. Il y avait des places où on ne pouvait même pas justifier le nombre d'électeurs recensés et le nombre d'électeurs qui ont voté. Les gens qui ont voté étaient plus. Je crois qu'ils avaient soulevé même ce point. Et comment est-ce qu'ils avaient justifié cela? En disant, écoutez, il y a eu des gens qui étaient en voyage d'affaires. C'est comme ça qu'ils ont voté là-bas. Donc, ce qui reste, parce qu'il faut finir avec un point positif, je vois le vieux veut peut-être prendre la parole, ça veut dire, il est temps, ceux qui ne croyaient pas ce que nous disions avant les élections, que nous donnerons l'occasion à ces messieurs d'arriver au pouvoir. Vous avez vu, il a refusé à cette communauté internationale de surveiller les élections. Personne n'a ronché. Et la communauté internationale, c'est un concept vide et flou. Personne ne peut dire c'est qui la communauté internationale. C'est-à-dire, il faut laisser avec ces affaires-là. Les affaires congolaises, c'est nous. Alors dites à vos leaders qui sont allés aux élections, qu'ils ont fait passer de temps aux Congolais, et maintenant, qu'ils nous rejoignent plus. Parce qu'ils sont populaires. On ne peut pas nier cela. C'est à eux maintenant la responsabilité d'appeler l'article 64 qui se mettent debout. Le Congolais prennent vos leaders. Vous qui parlez de Fayou ici, eux qui parlent de Tshisekedi. C'est maintenant qu'ils doivent montrer leur popularité. Et nous avons la chance parce qu'à l'époque, nous, quand nous étions à l'UDPS, l'UDPS avec Etienne Tshisekedi, personne ne pouvait dire autre chose que Etienne Tshisekedi.
si on contredisait Etienne Tshisekedi, on est auto-exclu. Fayoulou n'est pas... il peut être contredit. Il y a plein de leaders tout autour de lui, que ces gens-là prennent aussi leurs responsabilités. Que Félix Tshisekedi prenne sa responsabilité. Il a profité de l'œuvre de tout le Congolais, des milliers qui sont déjà décédés, de ceux-là qui sont allés déjà chez Kabila, d'autres qui sont restés à l'opposition et d'autres qui boudent tout. C'est l'IDPS, il a hérité cela et on va voir dans le jour qui arrive qu'est-ce qu'il fera. Donc je peux passer la parole à d'autres personnes. Merci. Oui, vous faites bien de faire allusion à l'article 64. C'est bien beau d'en parler, c'est bien beau, c'est devenu comme un slogan. Toi, les gars, article 64, toi, c'est le cas article 64, mais par quel moyen? Par quel mécanisme? Ici, je m'en vais tout de suite poser la question à Papa Baka parce que il a été très actif, vraiment très actif au niveau ici du Canada, mais même en Europe, où il est parti de tournée en tournée pour prêcher l'article 64. D'ailleurs, si ma mémoire est bonne, ensemble avec Papa Damien, vous aviez lancé une initiative dans ce sens-là. Toebite Tilelo et Komawapi et Sukawapi, moi qui vous parle, j'ai d'ailleurs cotisé pour cette initiative en espérant que un jour, Baroben Abiso, Tola Tanza Kombato, Toba Naroye Kolata Masasi, article 64 ango et Kosalema ndenge ni Papa Baka vraiment expliquer biso moi makamango toza kozela et ki Kosalema ndenge ni. Merci bien. Article 64 ndenge olobi ezotalela nde biso ba Congolais. Bien sûr que ba politiciens basali o ba koya kosala, c'est-à-dire aller aux élections malgré les faiblesses, malgré les difficultés qu'il y a. Biso tozali pour un soulèvement populaire. Mais pas un soulèvement populaire désorganisé, un soulèvement populaire, Telemi, Bakegaka, bon, Toké n'a parlé de la nation, Toké n'a parlé du peuple. Ça, c'est pas un soulèvement populaire. Biso, tous on a un programme, il y a soulèvement populaire. On a un projet calibré pour conduire le peuple au soulèvement populaire. Tout, tu as bien dit, tout ce qu'on a fait comme campagne, sensibilisation, mobilisation, je crois que nous avons fait un pas. La difficulté que nous avions eue dans notre parcours est de deux ordres. Il y a certaines choses que je ne dirai pas. Nous sommes à l'extérieur, mais le peuple qui doit se mettre debout, ce sont ceux qui sont à Kinshasa. Alors, le travail qu'a fait le politicien, que ce soit M. Fayoulou ou Félix, nous permet de dire nous pouvons atteindre la masse critique. Parce que le soulèvement populaire nous demande, dans le projet que nous avons de l'article 64, il nous manquait la possibilité d'atteindre la masse critique. Masse critique pour que ça puisse avoir lieu. Donc, la campagne qu'on a au Tosali, Libanda, Ekoki, Sikoyo, politicien d'Engsa Jalobi, au Bazal, Nakati Mboka, parce que le peuple n'attend qu'une personne, n'attend qu'un leader, parce que le peuple congolais est prédisposé, mais n'est pas disposé. Nous, on a parlé du doping populaire. Il fallait doper la population. Il y a 2 semaines ou 3 semaines, nous avons réuni un groupe de jeunes leaders à Kinshasa parce que nous, on avait la crainte que lors des élections, le camp Cash et le camp Lamouka puissent s'affronter devant les urnes, qui permettrait à ce moment-là au pouvoir de dire, écoute, ils ont fait du désordre, moi je passe. Alors nous avons travaillé avec des jeunes pour que sensibiliser de 2 camps pour que comme au point de s'affronter. Heureusement, par après, je crois les gens se sont un peu calmés de 2 côtés, que ce soit Cash ou Lamouka, ils sont calmés et que nous sommes arrivés au point où nous sommes aujourd'hui, où les élections sont passées sans que les 2 camps en viennent au trouble comme on avait ressenti. Donc maintenant, les élections n'étaient pas la bonne option, possiblement,
Mais c'était la bonne option pour nous. Pourquoi? Parce que ça a permis au peuple de se tenir debout. Aujourd'hui, lorsque M. Nanga va dire, bon voilà, c'est M. Chadari qui gagne avec 35%, je ne sais pas combien, Ça serait une aubaine. je ne crois pas que le peuple va accepter. On va capitaliser. Et lorsque le peuple n'accepte pas, nous allons, c'est l'occasion pour qu'on puisse réellement balayer la Kabylie au moyen de l'article 64. Soulèvement populaire organisé, pas un soulèvement populaire tel qu'on le dit, qu'on le chante tout le monde. Nous, on a le programme, le projet que nous avons a été présenté devant plusieurs leaders. Nous avons eu une séance de travail avec M. Fayoulou au mois de juillet à Washington, à l'université George Washington. À Washington, oui, on est avec lui. Il sait qu'est-ce que nous avons parlé avec lui et il sait c'est quoi le projet que nous avons. Que ce soit M. Félix, il le sait. Mais maintenant, si le réveil qu'ils ont eu, qu'ils ont mis dans la population et le rejet que la population va avoir de ces élections qui viennent de se passer, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut encore attendre? Je ne crois pas. C'est le moment pour nous. Ce que je peux demander à la diaspora, c'est d'être attentif et de soutenir surtout ce soulèvement populaire. Le soutenir, pas du bout de lèvres, mais le soutenir dans les structures. Nous avons des structures qui sont ici, que ce soit le parti politique ou le mouvement citoyen. Il est possible de soutenir le soulèvement populaire. Et ça, c'est notre responsabilité, nous de la diaspora. Nous devons soutenir. Il n'est pas nécessaire que tous on descende à Kinshasa. Mais nous pouvons soutenir ceux qui sont à Kinshasa. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai eu une communication avec ceux qui soutiennent le soulèvement populaire à Kisangani, par exemple, qui disent où est-ce que nous en sommes. Donc, le peuple est prêt. Le dumping populaire que nous cherchions, nous l'avons eu avec les élections. En tout cas, ça, tu n'appelles pas les uns et les autres à un assassinat collectif. À l'époque, Kabila n'était pas aussi bien préparé qu'aujourd'hui. Il y a 2 ans, on pouvait espérer, en 2015, en 2016, c'était une surprise de voir que la population pouvait se soulever à l'appel, je me rappelle, de l'époque de la dynamique de l'opposition. Mais aujourd'hui, il est plus que jamais préparé. Des mercenaires qui entrent matin, midi et soir. Est-ce que ça, assassinat collectif, Papa, vous pourrez aussi répondre en même temps que Papa Joma. Oui, je dirais que cause à l'assassinat d'Engozoloba, ceux qui sont en désordre. C'est-à-dire, si la population sort, si ce n'est pas... Parce que dans tout ce qu'on appelle le soulèvement, tout ce qu'on appelle la révolution, il y a un noyau. Un noyau qui injecte le venin, excusez-moi de le dire, à la masse. Et la masse suit. Donc, que Kabila ait amené le mercenaire ou qu'il ait amené des militaires étrangers, c'est normal pour lui. C'est sa façon de faire. C'est sa nature. On ne peut pas demander à un chien de ne pas mordre. C'est sa nature. Je m'excuse de cela. Mais est-ce que vous croyez réellement que la population qui a suivi Fayoulou quand il est rentré, ce qui a suivi Tshisekedi lorsqu'il est rentré, pensez-vous qu'il a autant de militaires pour canaliser ces foules? Si cette foule-là sortait, mais elle ne sort pas en désordre, elle sort pour un objectif, et cet objectif, ça ne peut pas... Enfin, il y a des choses que je ne peux pas dire, qui sont plus techniques, mais je dis simplement, il n'a pas assez de militaires pour canaliser une foule comme celle-là. Je vous écoute, mais ma crainte reste justifiée. En 2015, une fois de plus, en 2016, la population était prête. Ici, la question vous est posée à vous, de membres de l'UDPS. À cette époque-là, les choses auraient pu être décantées. N'eût été la voix de Kaméré, qui aujourd'hui vous accompagne, demandant à la population de rester à la maison, alors que la population était prête à en découdre. Je me rappelle encore que Kaméré, alors que le feu président Tshisekedi
avait menacé de demander à la population de sortir dehors pour bouter Kabila hors du Congo. Kamere s'était insurgé pour dire que comment vous pouvez comprendre qu'un père de famille comme Tshisekedi, appelant les gens à aller mourir. Mais aujourd'hui que vous l'avez coopté, vous ne craignez pas que le moment venu, Kamera zone la ciment. Asala ki caméléon nae parce que asa mesani sibiso na ki caméléon. Par exemple, Eza Ebele, à chaque fois que le peuple a commis pembeni, il y a la activité moko décisive, tout le monde a la caméra bimaka, ou bien pour amadouer population, ou bien pour corrompre les politiciens comme Mabango Nanzela Moussous. Crainte ou est-ce que subsister? Est-ce que vous avez et ça les sous il y a une chose quand même qu'on doit retenir de la politique congolaise. Au niveau de l'opposition, on doit dire que c'est un véritable panier à crabe. Il y a à manger, il y a à boire. Ça veut dire qu'on trouve tout le monde là-dedans. Mais moi, je peux affirmer que depuis donc, la création de Ensemble, après Genval, la création donc de l'Amouka, la création des Catch, je crois quand même qu'on a plus ou moins éclairci l'échiquier politique congolais, notamment au niveau de l'opposition. Ça veut dire que nous avons deux pôles qui sont très très importants qu'on ne doit pas négliger. Et moi, je peux affirmer que ces deux pôles sont complémentaires, qu'on les veuille ou non. Et Martin Fayulu et Félix Tshisekedi, ils l'ont dit, ils ne sont pas des ennemis. Il y a eu sûrement des contraintes, il y a eu comment je peux dire, des erreurs peut-être aussi. Il y a des éléments qui ont fait en sorte que les deux ne puissent pas se mettre ensemble. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des ennemis aujourd'hui. Et croyez-moi que le moment venu, les deux personnalités sont conscientes justement du rôle qu'ils jouent aujourd'hui au niveau de l'opposition. Parce qu'ils sont aujourd'hui à deux, porteurs sur, bien sûr, de tous les espoirs du peuple congolais. Moi, je ne pense pas que demain après-demain, ces deux pôles vont donc se mettre en conflit. On l'a vu d'ailleurs pendant les élections. Ils ont tout fait, tous les leaders ont tout fait justement pour qu'il y ait quand même une certaine entente, pour qu'il ne puisse pas y avoir des conflits qui seraient donc catastrophiques pour l'opposition. Et en ce qui concerne les Camérés, et c'est vrai, c'est un leader politique. Moi qui vous parle, je ne suis pas son sympathisant, du moins jusque-là. Mais il n'empêche quand même qu'en politique, il faut savoir signer des alliances. À un moment donné, une alliance qui peut être vue comme impossible peut justement être un déclic à un changement qui sera profitable donc à notre pays. Et je crois que Vital Kamerhe, qui a signé donc cette alliance avec Félix Tshisekedi, ils ont compris justement qu'il faut mettre les égos derrière. Il faut voir donc l'intérêt du peuple. C'est ainsi qu'il a accepté quand même de ne pas se présenter comme candidat à l'élection présidentielle parce qu'il en avait toute la capacité de le faire. Mais lorsqu'il a vu que non, ça ne servait à rien, il a signé donc cette alliance avec Félix Tshisekedi. Et je pense que c'est une alliance, comme toute alliance, ça peut se défaire un jour, vous comprenez. Mais ce n'est pas à l'UDPS justement de dire que voilà, on a signé une alliance et que cette alliance devra donc durer indéfiniment. Pour le moment, les deux partis se font confiance et il semble que ça continue très bien. On l'a vu lors des campagnes électorales, chacun a très très bien joué son rôle pour justement permettre donc au candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, de gagner donc les élections. Je voulais peut-être juste un peu ajouter, pas ajouter, mais donner un petit point de vue. La situation actuelle que traverse notre pays, surtout les élections que nous voyons qui sont déroulées aujourd'hui, moi je dirais, m'interpelle personnellement et m'oblige peut-être à faire cette petite interpellation publique. Il est trop tard aujourd'hui que l'on continue à parler de cash ou de l'Amouka. Parce que demain,
que vous le voulez ou non, Nanga va sortir Shadari. Donc, nous sommes obligés, que vous soyez du côté de Cash ou de la Mouka, nous sommes obligés maintenant d'être très attentifs et de voir comment construire le pont, comment baliser le terrain pour que nous puissions aller, parce que les deux, Cash et la Mouka, sont dans l'opposition. Donc, ils doivent aller arracher la victoire. La victoire, selon moi, c'est par le soulèvement populaire. Le soulèvement, si on le fait, l'article 64, ce n'est pas un camp qui va faire l'article 64, c'est le deux. C'est-à-dire cet ensemble de l'opposition qui doit aller amener le peuple à faire partir Kabila. Mais si nous continuons à dire, bon, parce qu'il y a eu Genval ou parce qu'il y a eu Genève et que l'un ou l'autre a dit ou a fait, j'ai peur que nous puissions nous crisper encore, que nous puissions continuer dans la méfiance et pour dire, bon voilà, tu peux y aller seul. Hein? À ce moment-là, personne ne va gagner. Parce que si je dis personne dans le sens, aujourd'hui, je me mets dans le camp de l'opposition. Même si je suis de la société civile, mais je me mets dans le camp de l'opposition parce que c'est mon peuple qui souffre. Et face à cela, la victoire que nous avons, la force que nous avons, comment aller arracher cette victoire, c'est par ce soulèvement populaire, qui ne peut se faire qu'avec tout le monde. Personne ne doit rester de côté, personne ne peut continuer à parler de la méfiance ou parler des erreurs. Les erreurs, c'est humain et c'est passé. Nous n'avons plus le choix. Pour ma part, la crainte persiste parce que l'homme a démontré cette capacité-là à décourager, pas une seule fois, plusieurs fois. Ici, je parle de Kamere. Est-ce que Kamere, Papa Sage, Papa Gérard, est-ce que ce n'est pas la bête dans le fruit? Est-ce que ce n'est pas la bête dans le fruit? Papa Baka vient de nous dire ici que pour avoir le soulèvement populaire, il a besoin d'un dumping, il a besoin d'un ingrédient, d'un élément. Ben élément notamment, ils ont un peuple où il faut la conduire par les leaders na bango. Quelquefois, ou en tout cas les peu de fois où on a vu un élément que pour moi que je considère très dangereux, Kamere venir décourager, propension on a ya peuple ya Polamuka. Awa boeba sangani na UDPS. Est-ce qu'on joue un rôle dans le message ou ça message si tu es vraiment Oui, c'est une crainte partagée. En fait, tous les Kolobango, on a Tindelaki Félix message, message qu'il ne fasse pas le lit de cette tyrannie. C'est-à-dire que nous comprenons, nous avons au vu et au su des années passées, nous avons pu nous rendre compte ou nous rendre à l'évidence de la manière de fonctionner de cette tyrannie. Donc, il se peut qu'ils fassent des offres, qu'ils offrent des offres alléchantes à l'opposition. Et nous savons un peu, dans les deux camps de l'opposition qui semble un peu plus conciliante, à entendre le discours de Félix, lorsqu'il parle de président comme étant la seule personne qui connaît ce poste et qui est à mesure. C'est un peu ces genres de propos, à mon humble avis, et sont des propos qui lancent un signal un peu conciliant, tu vois. Et par rapport à ça, je crains qu'aujourd'hui l'UDPS arrive à... Appel du pied, il fait des appels du pied. C'est-à-dire que c'est la phase de l'opposition qui semble la plus conciliante par rapport à ce pouvoir tyrannique. Mais moi, je veux revenir sur ce que mon frère aîné parlait tout à l'heure. J'aimerais pas que ce soit juste les leaders de ces partis, de ce groupe, de ce bloc d'opposition, mais que ce soit aussi la société civile aussi s'implique, puisque nous avons vu l'action de Denis Mukwege en se prononçant. Nous voulons aussi inviter l'Église catholique et l'Église protestante et aussi les autres membres de la société civile qui ont toujours été neutres, qui ont toujours joué l'Église au milieu du village. Ils ne doivent pas, devant cette tyrannie, on ne doit pas avoir une posture neutre. On ne peut pas continuer avec cela. Ce sont des calamités qui se sont passées dans notre pays pendant des années. Je pense qu'il est grand temps pour que la société civile s'élève et qu'avec les partis politiques, que nous synchronisions nos actions
Et je pense qu'il faudrait aussi lancer un message moral à l'armée. L'armée aussi, parce que nous ne pouvons pas nous le cacher, dans l'armée de Kabila, il y a à peu près 80% ou 70% des militaires qui sont congolais d'origine et qui ont une conscience. S'il faut qu'on les conscientise, nous devons travailler sur ce point-là et capitaliser sur cette crise. Comme on dit, une crise ne peut pas être juste laissée de côté. On doit capitaliser sur cette crise, cet engouement, et nous pensons que nous pouvons remporter la victoire avec la synchronisation de tous les éléments de la société. Donc c'est un peu ça mon point de vue. Oui, Vous allez... oui. En fait, j'aimerais réagir. Je comprends bien le crainte que vous pouvez avoir quand vous soulevez cela. Mais je crois que je rejoins plutôt, une fois de plus, le vieux Baka, ce qu'il a dit. S'il y avait crainte, c'était avant les élections. Et si Kamere pouvait jouer un rôle, c'était d'amener l'opposition aux élections et de justifier. Je dis si, donc je ne peux pas vérifier, et de justifier la victoire de Chagari. Mais on n'est plus là-bas. Mais c'est ce qui risque d'arriver dans les prochains jours. Il n'y a pas de problème. Si les élections se sont déjà déroulées, mais les élections ont révélé une chose. La population est prête. Vous voyez. Et personne ne contrôle la population. Parce que vous imaginez, nous avons tous vu la vidéo quand Nanga a reporté les élections. Un jeune homme devant un policier dit « Tue-moi si tu peux ». J'ai vu Nanga aller voter, je crois que c'était à l'Athénée de la Gombe. Il est entouré des policiers, des gens de la sécurité, mais les gens devant lui disaient des choses. Donc notre population est prête et personne ne peut se dire qu'il a le monopole de cette population. C'est-à-dire, Cash ou Lamuka, l'un d'eux peut faire un choix. Vous avez vu combien de fois la population a pris distance, même la base de Cash, même la base de Lamuka a pris distance par rapport à une décision qu'il fallait se battre pour les amener. Quand je dis base, c'est une petite partie qui était devant le leader. Donc pour vous dire que je crois qu'il n'y a pas de crainte. Ce que nous voulons, c'est plutôt de passer ce niveau de Cash et Lamuka, parce que les élections ont eu lieu. D'ailleurs, c'était des alliances pour aller aux élections. Ils sont allés aux élections. Alors, c'est maintenant, nous sommes face au peuple. Et j'ai beaucoup aimé ce que le vieux Baka a dit ici. Il y a des gens, Kojedia et le groupe, qui a réfléchi sur comment y arriver. Nos politiciens sont sur place. Vous qui êtes en contact avec ces gens-là, nous devons avancer maintenant. Ça veut dire, soyons plus concrets. Apportons cette expertise, cette étude qui a fait déjà, qu'ils ont eu à faire depuis longtemps, à ces gens-là, pour mettre en œuvre ce que le peuple attendait. C'est vrai, ce que je disais ce matin déjà, c'est que l'homme, nous sommes des humains. Quelqu'un peut trébucher, mais ce n'est pas la nation qui trébuche. La nation congolaise doit continuer. Et le peuple a soif. Je vais vous donner un exemple simple. Vous avez vu ce qui s'est passé à Beni aujourd'hui. Ils ont organisé des élections qui se sont très bien passées. Oui. J'ai vu les gens qui ont apporté de bacs d'eau et les gens lavaient leurs mains, ils parlaient, ils étaient heureux. Ce n'est pas une population meurtrie. Ce n'est pas une population qui vit dans la misère. C'est une population qui vous montre qu'elle est prête. Et le Congo n'est pas Kinshasa. Le Congo ne va pas basculer seulement par Kinshasa. Kabila a fait basculer le Congo, n'oubliez pas, en prenant l'Est. Et c'est comme ça que Mobutu a commencé à... D'ailleurs, à Kinshasa, il n'y a pas eu de combat. Donc, le Congo peut basculer à l'ouest, à l'est, au nord, au centre et partout. Et notre population est prête. Donc voilà, il faudrait plutôt que dans cette émission, que nous arrivons à cette conclusion du vieux Baka, que les amis qui sont à l'extérieur, qu'on fasse un peu un dépassement. Ça veut dire de toutes les façons, nous, regardons-nous en face, nous ne sommes ni électeurs, ni éligibles. Parce que nous n'avons pas été enrôlés, donc on n'est pas éligible. Nous n'avons pas été enrôlés, on ne peut pas élire. Ceux qui sont au terrain, ceux-là qui sont en train de mouiller leur chemise, c'est eux qui comptent. Et nous, ce que nous pouvons apporter, c'est l'expertise, comme Kojedi est en train d'apporter. Et soutien financier aussi. Et si nous avons à craindre des gens qui nous auraient été infiltrés, leur mission est déjà accomplie. Et d'ailleurs, en accomplissant leur mission, ils nous ont aidés à démontrer à la population que nous avions eu raison avant. Vous comprenez? Il faut regarder ça de bon côté. Et je crois, à mon avis, que
le Congo, nous devons plutôt avoir ce discours qu'a développé le vieux Baka ici, c'est nous réunir, nous mettre plus ensemble, oublier nos différences, parce que c'est de toute façon, nous ici, si nous commençons à nous diviser, ça va se répercuter là-bas, mais nous n'avions pas été éligibles, nous n'avons pas été électeurs, c'est eux là-bas qui comptent. Alors faisons à ce que les orgueils de nos leaders puissent disparaître, qu'ils se mettent ensemble. Même, ils ne sont pas obligés de se mettre ensemble. La société civile a démontré déjà d'ailleurs qu'ils se mettent derrière cette société civile. Ils sont tous chrétiens, qui se mettent derrière ces catholiques. Il y a de jeunes de Lucha et autres, ceux qui ont organisé Efilimbi et d'autres organisations. Donc voilà, c'est autour de cette société civile qu'on doit s'organiser. Et d'autres pays en ont démontré. Et j'aimerais finir par une chose. Vous aviez posé la question de dire si on envoyait des gens à une sorte de suicide collectif. Je vais répéter quelque chose que j'ai vu en ligne. Kadhafi avait plus d'armes que Kabila. Moubarak en avait plus que Kabila. Et la population de l'Est, de l'Ouest de l'Afrique, comme le Burkina Faso, ils n'ont jamais été chauffés comme les Congolais ont été chauffés depuis Mobutu. Et en plus de cela, utiliser les mercenaires. Il y a plein de techniciens qui disent les mercenaires ne viennent pas pour mourir pour quelqu'un. C'est des salariés. Ils viennent, ils sont payés. Quand ça barde, ils sont les premiers à partir. Et ils ne pourront pas le faire au-dessus des Nations Unies. Exactement. Ça fait exploser les Nations Unies. Au-delà de tout, le Congolais doit se sacrifier. Chers compatriotes, maintenant je m'adresse à vous au-delà de tout ce que nous avions dit ici. Dans le pays où nous sommes ici, où nous avons fui, nous acceptons. Vous pouvez dire tout ce que nous sommes, vous pouvez dire nous acceptons. Mais nous avons appris une chose. En 1945, alors que dans ce pays, il n'y avait pas de la guerre, ils mangeaient, ils étaient bien. Il y a eu la guerre mondiale. De jeunes Canadiens, conscients, sachant que cette guerre, après que Hitler ait conquis l'Europe, il va traverser en Amérique, ils sont allés trouver Hitler. Quand ils partaient, c'était le voyage à billets sens unique. Et ils sont allés se battre pour leur terre. Ils sont allés mourir. La guerre n'était pas encore ici. Et si nous ne nous battons pas pour notre Congo, personne ne le fera pour nous. Si nous ne sommes pas prêts à mourir pour le Congo, personne ne le fera pour nous. Si ma femme n'est pas prête à me laisser partir pour mourir cette nation, personne ne le fera pour nous. J'ai fui le pays. Tout le monde ici a besoin de rentrer dans ces froids ici. Nous ne serons pas la dernière génération à fuir. Nous continuons à fuir et nous laisserons ce pays béni aux étrangers. Soyez prêts à vous battre au nom, non pas au nom de leaders, non pas au nom de gens, mais au nom de cette nation. Versez votre sang pour cette nation. Je vous remercie. Maman Denise, après Genève, nous avons tout suivi avec tristesse la scission qui a engendré la création de Cash et de la Mouka, même si ici Papa Baka nous fait comprendre que l'heure de ces deux mouvements est dépassée. Mais si à Genève, ils n'ont pas pu se mettre d'accord, est-ce que moi, espoir ezali que là, n'est-ce pas élection ou éleki, si par malheur, Nanga Bimisi Shadari comme président, est-ce que bako se mettre ensemble? Est-ce que Kozalate, moko a retiré signature, moko a ndimi négociation, moussousou a boyi dialogue, moussousou, est-ce que Tori ko garder espoir que peut-être le moment est venu où ba leader na biso bako se mettre ensemble, ceux qui te l'ont dit appellent, il y a papa sage nenga zako no basiko. Attention. Motuna, Otuningai, Ezali, Kitoko Makasi, et puis ça fait très mal aussi. Moi personnellement, je pense qu'on en a discuté plus d'une fois par rapport au comportement et à la leader. Ce qui s'est passé à Genève, pour moi personnellement, c'est là où j'ai été plus tiqué. Et j'ai dit oui. J'ai vu ça d'une autre vision, donc d'une autre façon plutôt. Je voyais ça d'une façon spirituelle et non Yabomoto. C'est pourquoi je me suis dit, ok, je vais me réveiller.
Balobi Lamouka. Donc je vais me réveiller. Donc la façon dont je mène le combat, je suis fatiguée ici. Je suis vraiment fatiguée, tu le sais. Je suis fatiguée. Et surtout fatiguée d'être humiliée. C'est ça qui me fatigue de plus. Donc, prendre un Congolais comme un moins que rien, en tout cas, quand il y a colonisation, alors, tout dépendra, il y a comportement, il y a un leader. C'est-à-dire quoi? D'abord, leur façon, leur vision. C'est quoi l'objectif? Tshisekedi, les lois comme président. Est-ce qu'il veut devenir président pour l'UDPS, pour lui-même ou bien pour le peuple? Pour la base. Pour la base. Fayoulou veut devenir président. Pour lui-même, pour le peuple ou bien pour la base. Quand bien même, et Bandel Balobi a la base. Mais maintenant, je pense qu'il y a la base. Donc le problème, il y a unité, il y a ces deux personnes, c'est d'abord l'orientation, comment ils orientent leur vision des choses. Est-ce que c'est pour eux-mêmes? Est-ce que pour le peuple? Donc ça, c'est très capital. Parce que si, ça je dis si Félix n'avait pas retiré sa signature, je pense qu'aujourd'hui, les choses seraient autrement. Je pense. Parce que maintenant, on est divisé. Divisé dans le sens qu'il y a des gens qui vont vers Félix, il y a des gens qui vont vers le président Fayoulou. Mais si on était 10, 5 et Kuna, 5 et Kuna, donc on n'a plus la force par rapport à Kabila. Et moi, je pense que même le message, oh, Yobande Kobapé, si sage, et puis mon frère Gérard, je pense qu'il est temps pour que le peuple congolais mette le Bakar, qu'on se prendre en charge. On n'a pas à voir qu'on attend que le président Martin Fayoulou puisse donner un mot d'ordre et Simbati. On n'a pas à attendre que Tshisekedi puisse donner un mot d'ordre et Simbati. Moi, je pense que le moment, c'est quoi? Parce que quand tout le monde parle que Nanga se moque des Congolais, non. Comment on doit se moquer d'un peuple? Peuple, nous sommes combien? 80 ou 90 millions? 80, je pense, c'est d'une façon officielle. Donc, ce total est d'une façon officieuse, je pense qu'on doit aller dans les 90. Dans les 90 millions. J'ai entendu un représentant de l'ONU avant-hier qui disait 92 millions. Ah, tu vois? Donc, j'ai raison. Parce que c'est ça. Ce sont des choses, parce que tout ce qu'on voit ici, là, c'est d'une façon officielle, mais d'une façon officieuse, c'est toujours plus. Parce que même, on nous a appris, à niveau international, quand il y a 10 morts, les journalistes disent, ok, à Kinshasa, aujourd'hui, il y a eu des mètres, il y a eu 10 morts. C'est-à-dire, il y a eu 100 morts. Donc, on ne peut pas donner les chiffres exacts pour que Bakbaz a paniqué. Alors, si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, le nombre à Batouana, population, il y a 92 millions. Et une seule personne, Kabila. Même à Talingi Kongoté, mes amis. Même à Talingi Kongoté, s'il vous plaît. Moi, je me suis dit, Nanga, je pense qu'à Kolandango, même à Oyo, Nanga, tu te moques de ta mère. Je n'ai jamais vu un fils qui se moque de sa mère. Tu es un enfant maudit. Nanga, tu te moques de tes soeurs. Nanga, tu te moques de tes frères. Et tu te moques de ton grand-père et de ta grand-mère. De ton clan. De ton village. Naïbité secteur, comment une commune. Moi, toutes ces appellations-là aux collectivités, je sais que collectivité, zone, donc il se moque de sa collectivité, de sa zone, et puis région à sous-région, et en plus pays. Parce que tout ce qui se passe, on a vu. Ils n'avaient pas besoin d'organiser des élections, c'était juste, ils étaient en train d'organiser la tricherie pour qu'il y ait la pérennité, il y a Kabylie. Mais franchement, Nanga, moi je ne sais pas si des fois il vous arrive de passer la nuit au Lalipo Bando Kansaki. Est-ce que c'est que je faisais malam? Est-ce qu'il vous arrive quand tu te douches là, dans le miroir, dans le métallique, est-ce que c'est que je suis en train de faire? Ezali malam. Donc, peuple congolais, ça fait très mal. Il y a Koyoka, parce que chaque fois les gens disent que vous là-bas, la diaspora, vous êtes en train de parler, c'est nous qui souffrons, c'est vrai. Mais je pense souffrance, il n'y a plus ces abysses. On souffre plus. Parce que Koyoka, l'isolo, Koyoka, na musika, ça fait très mal. Ici, là, dans Mokoyo, même moi, dans la garderie, c'est moquer d'un enfant qui est à la garderie, tu as un problème.
Et à force raison, c'est moqué à intellectuel. Bah docteur baza combien? Na mituna na be mituna mboka moi na mibali baza to bazati. Moi j'ai envie vraiment na zwata ni na zoba mama to la taper sukutu biso nyo stoki sur le terrain. Parce que tous ces hommes, les hommes congolais bozali wapi. Ngana zongi conscience ya mutu na mutu sala. Comment tu peux accepter que chaque jour on doit se moquer de toi? Tout le monde sait Kabila n'aime pas le Congo. Toutes les organisations internationales, ONU, comment Kagame, avec l'Union européenne, Union africaine plutôt. Moi j'appelle ça Union Kagame. Tantôt là, je suivais un documentaire sur le Rwanda là, mais Bazan a combien de millions d'habitants? C'est même pas nombre d'habitants Bazan na Kinshasa. 12 millions. Na Kinshasa, il y en a combien? 15. Et regardons ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, tout ce qui s'est passé, j'avais encore quelque chose que j'ai vu là. Na Rwanda, avec leur génocide, il y avait au moins 800 000 morts. Avec les 800 000 morts, Kagame a vendu le Rwanda par le média. Il a médiatisé. Donc pour racheter la compassion, il y a un monde international. Tout le monde, c'est le Rwanda, les génocides. Mais par rapport au Congo, il y a combien de morts? 8, c'était papa. Ceux qui 8, c'est que tu as 16 millions. Ceux qui 8 millions, ils ont l'Obama, c'est qu'il y a au moins 16 millions de Bakoufi. Parce que le 8 là, c'est d'une façon officielle, mais d'une façon officieuse. Na baba kufi na manduki, na baba kufi na malade, na baba kufi na minito yokasa. Il y a combien qui sont en train de mourir avec la malnutrition sévère? Mais personne n'en parle. Le fait d'abord, il y a que na 9 millions d'une façon officielle, ni Nations Unies, aucun pays n'en parle. Ce silence-là, il faut interpeller les Congolais. Donc c'est pour dire que quand on a besoin de David Azwaki, soit Mupanga na yo, soit flèche so okozwa, oyo nyonso sengeli kotambola nango. Yo moko luka protection na yo parce que soto zeli même pas policier wana Kabila wana. Moi je l'ai dit ici là devant batu nyonso mama. Zwa kaka mayo yo na acide sulfurique otiena mayo pompe na misu e kotoba yo zuma nduki wana. Ba mama pe na yebike ba mama pe na mboka pe to bunda. On est capable parce que on ne peut pas compter sur le président Fayulu, après sa mot d'ordre que les gens, parce qu'il nous reste seulement un jour. Et s'il le fait, je pense, un jour. Le problème, c'était que tout traversait mer Rouge sans Kabili. Mais il est trop fier parce qu'il est sûr de lui. Merci, merci. Boebi Kakaba Mama, très émotive. On peut comprendre la situation. A beaucoup trop duré au Congo, vraiment, ils ont passé dans Mawa, Bande Konabiso, Bakoufi Mingi, vraiment, communauté internationale, les Olobaté, Bissomoko, parfois on peut s'auto-critiquer, hein, tous les responsables de Makamango, ou les Akoleka, parce que le peuple de Bisso, tout ce temps, à la qui quand même moins faiblesse, Moko Boui. Mais là, la question est qu'on tique un peu. Notamment rôle où Kabila a s'apprêté à faire jouer nani Cour constitutionnelle. Je ne sais pas si vous avez tous suivi que la Cour constitutionnelle vient de prêter serment il y a 2-3 jours. Hein, et puis en catimini, hein, comme une cour de cassation. Pour légitimer ça? Je crois que ça va certainement pour légitimer l'élection. Mais moi, je me pose la question. Est-ce que Azako s'apprêtait à annuler l'élection? Pourquoi? Je crois que Nanga, avec la CENI, kotisi sciemment imperfection nakati ya processus pour pousser cour ya cassation to cour constitutionnelle à annuler l'élection avec des motivations valables. Est-ce que ce risque-là n'est pas réel? À ce moment-là, il va même être difficile d'évoquer quelconque article 64 si les élections sont tout bonnement annulées. Une réaction des uns des autres, on va faire un tour de la table, après on va donner le mot de la fin à tout le monde. Assez rapidement, je voulais seulement dire que c'est normal que Kabila a tout préparé, justement pour ne pas perdre ses pouvoirs. Donc il a mis en place des mécanismes, des cabales de toutes sortes. Alors on n'est pas étonné que demain après-demain, la Cour constitutionnelle ou la Cour suprême ou n'importe quelle autre institution
prenne une décision qui va dans le sens d'invalider même les élections, à défaut bien sûr de choisir Chadari comme le président de la République. Qu'à cela ne tienne, nous on dit, les résultats doivent être connus, il est connu de tout le monde. C'est le candidat de l'opposition qui a gagné ces élections. Ça, vous savez quand même que les élections partielles ne sont pas constitutionnelles. Donc le fait que Balongoli Babeni Bayumbi, ça porte à faux, ça crée un problème juridique, un problème de constitutionnalité de ces élections. Oui, c'est vrai. Il peut y avoir beaucoup d'embûches qui ont été mises bien sûr en place. Mais je pense que cela nous amène effectivement à ce qu'on avait prôné dès le départ, c'est d'arriver donc à une transition sans Kabila. Et je crois que dans cette salle ici, il y a des gens qui ont prôné cela, qui ont défendu cela, et qui ont même participé à l'élection donc de l'administration donc de transition. Donc nous savons que tout est fait pour qu'il y ait un glissement. C'est pour cela que nous disons qu'il appartient aujourd'hui aux forces de l'opposition, donc les Lamouka, les Cash, de se mettre ensemble justement pour, avec la société civile, ça s'entend, pour que l'article 64 soit mis en branle. Merci, je parle. Le tour. Oui, déjà, bon, en fait, juste peut-être pour... il y avait plein de sujets auxquels je n'ai pas réagi. Donc là, je me suis un peu embrouillé, mais pour réagir au dernier sujet, aujourd'hui, durant la journée, Félix Tshisekedi avait déjà répondu à ta question en fait. Il a dit exactement que voilà, la stratégie, c'est de justement pouvoir annuler les élections. D'où les chaos, parce qu'ils savent. Donc c'est déjà connu qu'ils vont perdre à ce moment-là si l'opposition gagne. Puisque cette fois-ci, encore une fois, c'est difficile pour eux de tricher. Parce qu'il y a des preuves partout, on est à l'ère des réseaux sociaux, tout ça. Donc, les PV, on va les avoir on va voir tous les PV aujourd'hui. Donc, ce sera difficile pour eux de tricher, c'est ce que je pense. Donc, ils vont probablement proclamer un candidat de l'opposition comme gagnant. Mais simplement, ils vont par la suite aller pour annuler les élections pour des raisons. Et ça ne sera pas pour les régions, disons, où les élections ne se sont pas tenues, parce qu'ils peuvent toujours évoquer la sécurité nationale. Oui. Donc, mais ça sera pour d'autres raisons. Ils vont dire peut-être que, voilà, dans certains bureaux, il y a eu des bagarres. Ça sera pour ces genres de raisons-là. Ils vont annuler les élections. C'est la seule stratégie qui reste, c'est la seule carte qui reste à la Kabylie. Donc, voilà ma réaction. Et dans ce cas-là, que pensez-vous qu'il risque de se produire? Alors, la chose est simple. Peut-être aussi pour répondre concernant l'article 64, je ne pense pas qu'il y a des leaders comme Félix Tshisekedi ou Fayoulou qui vont aller donner des mots d'ordre. Il n'y en aura pas. Et d'ailleurs, ça ne serait pas correct, c'est des politiques. Mais ils vont s'abstenir. C'est-à-dire que si jamais il y a quelqu'un qui arrive avec un plan, si la population se lève, ils ne vont pas dire à la population de rester calme ou de donner ce genre de mots d'ordre. Mais simplement, ce ne sera pas eux de dire que voilà la population, article 60, ils peuvent dire ça parce que c'est constitutionnel, mais ils ne vont pas dire prenez des armes, vous faites ceci, vous faites cela. Mais quand on dit prenez-vous en charge, je pense qu'en ce moment, si quelqu'un se lève, bien sûr, il est prématuré de commencer justement le processus parce qu'on attend les résultats officiels, parce qu'il faut qu'il y ait une raison. Donc, une fois que les résultats sont proclamés, en ce moment-là, la population, je pense de façon automatique, de façon naturelle, elle va se lever. Il y aura probablement cette application de l'article 64. En ce moment-là, ça prendra un leader justement pour orienter justement la population. Oui, moi je vais aller presque dans le même sens, sauf que pour moi, les élections sont passées. Aujourd'hui, ce qui nous importe, ce qui nous intéresse, ce n'est ni la Cour constitutionnelle, ni la Cour, je ne sais pas quelle autre institution mise en place par le gouvernement actuel, c'est fédérer nos forces. Faisons un effort pour aller à l'unité. Nous devons mettre nos divergences de côté et pouvoir sauver le pays, sauver notre nation. Qu'on proclame un membre un candidat, Félix ou Fayoulou aujourd'hui, président de la République, et que demain une des cours puisse invalider les élections, ça c'est l'ordre normal de la Kabylie. Ils sont dans leur projet et ils ne suivent pas à pas leur projet. Donc nous ne pouvons pas le suivre dans ce projet. Nous, c'est aujourd'hui nous dire, voilà,
essayons de coller les morceaux pour que demain, on soit tous debout et demain, on avance vers ce que nous avons toujours voulu, la TSK, la transition sans Kabila. C'est ça la position que nous avons et c'est ce que nous voulons. On ne peut y arriver que si tous nous comprenons que le danger se trouve dans nos mains. C'est-à-dire, la Kabylie n'est pas composée des étrangers. En fait, il n'y a pas des étrangers à des millions. Ce sont nos frères qui sont dans la Kabylie. Nous ne devons pas oublier cela. Mais ce sont nos frères, sauf que mais parfois, il faut que ça prend une méthode, ça prend une manière forte. La manière forte, si vous êtes dans une famille, vous êtes à 15, et que 2 ou bien moi qu'on a vu dans Bunganzela, mais dans le cas de la nation, si nous sommes debout, s'il faut me le frapper, on va le frapper. Viens à la maison. On a vu. Donc, pour le cas de la nation, il faut qu'on se mette debout. Comme ça se fait en France avec les gilets jaunes. Ce sont des socialistes, ce sont je ne sais pas, beaucoup de partis politiques, beaucoup de mouvements, mais ils sont gilets jaunes. C'est pour le pays. Donc, pour nous aussi, il faut qu'à partir d'aujourd'hui, la fin des élections, demain, c'est l'option que nous avons. Épiloguer sur les élections, bonnes ou mauvaises, épiloguer sur les cours constitutionnels, ça ne nous donnera pas grand-chose. Merci. Votre mot de la fin, parce que nous sommes déjà à la fin. Moi, à la fin, je sais ce que j'ai dit. Je demande à mes frères et sœurs, tous nous qui sommes surtout dans la diaspora, la guerre est finie entre nous. Nous sommes frères, revenons au bon sentiment, revenons à l'amour pour sauver notre pays. Et transmettons cette unité, transmettons cette cohésion d'ensemble vers ceux qui sont au pays pour que demain, on se mette tous debout et qu'on libère notre pays. Merci. Mot de la fin, papa? Moi, le mot de la fin, je demande tout simplement donc à les deux pôles de l'opposition, ça veut dire Lamuka et Cash, de se mettre ensemble, de se parler. Et je pense qu'aujourd'hui, le pont va être créé, il va être lancé entre ces deux mouvements qui ont milité depuis des années justement pour la libération donc, de notre peuple. Je crois fermement et je pense que c'est à nous, le peuple, de faire pression sur ces deux leaders afin donc qu'ils puissent se mettre ensemble pour l'intérêt de notre peuple. Et donc, comme je l'ai dit, c'est prématuré encore. L'unité, bien sûr, ce n'est jamais trop tard pour ça, ce n'est jamais mauvais d'ailleurs. Mais l'unité actuellement, à l'heure actuelle, pour revendiquer quoi? Les élections se sont tenues. Attendons les résultats. On sait que c'est catastrophique. Attendons les résultats. Par la suite, c'est les résultats. On a vu, par exemple, Genève, je vais dire, c'est suite à un événement qui a créé une alliance qui était impossible. Donc, aujourd'hui, il peut y avoir aussi une autre alliance suite à un événement, dont la publication des résultats. Ça peut créer donc une alliance automatique entre les deux leaders sans besoin de quelque pression que ce soit. Donc moi je pense qu'il faut attendre les résultats. Une fois qu'on a les résultats, ce sera facile en fait de pouvoir nous organiser, tenir un même langage, mais sans résultat. On se base sur quoi? Pour soit contester, soit pour... Aujourd'hui, il y a des PV. On peut effectivement ne pas attendre les résultats, mais réunir nos résultats selon les PV et revendiquer cette victoire. Mais si on proclame autre chose, en ce moment-là, on pourra dire, voilà, nous avons des résultats, dit ceci. Il faut avoir quand même des arguments quand on va... Parce que les gens, le monde nous regarde aujourd'hui. On va aller, on va dire, ben, on se met ensemble, on va proclamer l'article 64, mais sur base de quoi? Donc, soyons quand même... conséquent avec ce que nous voulons, ce que nous faisons. À ce moment-là, moi, je pense que l'unité sera automatique. Ce n'est même pas... je ne vois pas des Fayoul ou des Félix qui pourra refuser d'aller réclamer la vérité des urnes. Que l'un ou l'autre gagne, je pense que l'autre va reconnaître l'autre si c'est dans la transparence. Donc, en ce moment-là, une fois que les résultats sont publiés, chacun saura qui a gagné, qui a perdu. Et si on proclame quelqu'un d'autre que c'est la personne qui a gagné, peu importe les camps, on va se mettre ensemble de façon automatique pour réclamer la vérité. Parce que tout ce qu'on veut aujourd'hui, c'est le changement des régimes. Donc, c'est le changement des régimes et c'est clair,
au vu de tout ce qui s'est passé au vu de la campagne, au vu des résultats des bureaux de vote, c'est clair que le pouvoir a perdu. Maintenant, il faudrait que cette victoire soit justement donnée à l'opposition pour que justement les pays continuent donc cette transition dans la paix. Donc voilà. Juste une question qui me vient à l'esprit. Comment, dans l'accord de Nairobi, Félix promet à Kamere la primature sans avoir une garantie d'avoir la majorité parlementaire? Bon, on est dans un contexte politique. Donc c'est pas que spéculation. Non, ce n'est pas spéculation, c'est une volonté politique. On veut que c'est une coalition. Hein, donc les députés de l'UNC et les députés de l'UDPS mis ensemble, ils peuvent effectivement constituer cette majorité. Mais s'il n'y a pas majorité, en ce moment-là, mais il y aura toujours des négociations, ou soit là, donc ça va aller donc à la majorité parlementaire. Donc, système que surtout le côté $5, $5. Oui, non, l'accord est là, l'accord est clair. Le président, c'est Félix Tshisekedi, le premier ministre, c'est Kamere. En plus, en fait, précision, même dans l'accord, en fait, il n'y a pas cette primature. La primature, je crois que c'est suite à certains événements que je ne révélerai pas ici, que justement, on a donné cette primature à Kamere. Dans l'accord, il n'y a pas cette primature qu'on donne à Kamere. Justement, il y a des raisons pour ça. On n'est pas là pour parler. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, ce que je dis, c'est que l'accord est là. Si jamais il y a des partages, ça sera toujours selon la Constitution, selon les règles. Donc, en ce moment-là, moi, je n'ai pas de crainte par rapport à ça. Merci beaucoup. Pour RLEO, c'est prématuré de parler d'alliance, c'est prématuré de parler d'unité. Il va falloir attendre les résultats. Votre mot de la fin, Gérard. Bon, mon anga ya suka na kolobana monoko ya bakoko. Biso peuple congolais tuza ba bonobote. Tuzali ba nyamate, tuza makakute. Tuzali peuple lokola ba peuple nyos. Ba peuple oyo ba telemi na maboka ba mindele. Babundaki pona ko arracher liberté na bango. Liberté mon côté pesamaka c'est boye. Il faut bo bunda bo telema. Mbalo toza ko senga population moyumba etelema. Toko telema pona nini. Bible lobi na biso ke le plus grand commandement c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et d'aimer son prochain comme soi-même. Ngai soki mwana nanga mwasi ba violer lelo ou bien ba betie masasi lelo. En tout cas, la position na faut ba kanganga ba bukanga maboko ba salanga ndenge na ko soko bouger te. Poto soki naza na makasi, tant que naza na bomoyi mwana nga ba violer, na ko préférer na kufa mena boma muto wana. Alors naza ko senga na bino ba soda, boko à côté na boko comprendre que boza makasi koleka pouvoir wana. Population ezali makasi koleka pouvoir wana. Mais ezali question bo comprendre yango, bo réaliser yango. Naza ko kanisi susu, tango naza ki mwana muke moninga moko azala ko beta ngazaki mukona nga beta nga mikolo nyoso mais mokolo ya nga lobi ke oza makasi koleka e ale beta e na telema ki pe na beti moninga wana ezali ndenge moko na population soka telemi toza koloba 50,000 personnes te bosala neti tangwa vie chichite bobimi 50,000 ou 30,000 te population soka telemi ezali koloba ke ba million bobimi na libanda na Équateur bobimi ba million na Katanga bobimi ba million na ba ville nyoso minene bobimi ba million botelemi soda mon côté, armée mon côté, ma devant ma million à bateau. Yango botelema, bozala bateau, boko akola ki sana monde mobimba ke bozali différente, bozali bateau, bozali bo nyamate. Nyamande ba traitake chaque fois na ngamabe. To ebike élection so salema ki pona to la ki sana mukili mobimba ke pouvoir wana jamais ko organiser élection en solo. Pouvoir wana jamais ko lâcher pouvoir na ndenge ya ba voix ya ba urne. Siko to prouver na mukili. Siko il faut to capitaliser. Alors na ko senga na ba politicien na ba société civile, ba sango, ba pasteur, bo sanga na bino nyonso bono ba to refuser pouvoir ya Kabila ko continuer tina 2019 t. Alors bino nyonso to ko telema ensemble, biso pe bata diaspora, ce qu'il faut to bimisa mbongo, to ko bimisa mbongo na biso ko soutenir bino pona tyrannie wana esila mbala moko une fois pour toutes, to ko mamaka mususu. Merci beaucoup. Oui, mo nanga ya suka, mo ya fin eza plus boye. Nalingi ozongelelo moko mukie. Soulèvement populaire ezali soulèvement ya foulte ya ba troupote. Pour tout candidaté que populaire wana to zango na ndenge moko ya péjoratif. Partout au monde la soulèvement ça la magaza organisé.
Ça veut dire bato bayebi to bandi boye to kosuka boye. Tango baoyo bazo kosala na terrain, ba msupe bazo sala na diplomatie, na eloko ebele, ko travailler ba média, ko luka mbongo, ko sala boye. Ndenge bomoni ba politicien na biso. C'est vrai, bazana ba défaut na bango. C'est vrai, bazana ba insuffisance na bango. Mais baza pe bato. Ça veut dire ba s'épuiser après ba campagne ya mulayo basali. Oui, bimisi bango mbongo mingi, bimisi bango mayele mingi, bamisu bakoti banyongo, banyongo kaka ya bangote, $100,000 pour na oza candidat président, mais oza pena ba député. Donc, c'est encore consciencieusement na ngai moko na bomoto, eza mingi ko senga bango. Yango wana, tout ça ba leader pe ya société civile, o ba ko kozwa ba initiative. Bino boyebi ba leader wana, baza occupé, baza batu minene. Bazlanda katangu msu bisote. Mais bino boyebi bango. Tia ina litoi. Baba na kosolola. Na ba politicien moko. Ba solola. Ba bosanate. Ba politique ezaka ka politique kunate. Société civile ezaka kunate. Ba ope ya libanda. Ba luka. Ba sala ba recherche. Ba organisation libanda. Ou ba laksaki compétence na domaine boye. Ba kubanda ko préparer yango lelo. Kaka siko yonde, il faut bada ko préparer. Oto zela. Élection et bima. O nani ya bimi. Ndeta ngorobana. Et vous avez trop tard. Donc, il faut commencer à préparer ça aujourd'hui. Mais, ou lié ko zela. Toko, ça va pyramide renversée. Bino bozana ba organisation minene. Bozali awa. Ba français belé. Bokoma kitoko. Bobeta ba porte. Montrer na face ya monde que bino déjà pe bokoko banda ko sangana. Bino pe boko luka déjà ba leader wana o ya société civile ya kati bo pesa bako pe makanisi ndeni bako mona ba politicien wana o ba lembi baza épuisé kotambola kongo munene boye kolala na ngungi kolala na molili pour ça la campagne ko ça ba discours moko bazo finga yo bazo seka yo bakati ba bandrol na yo baza batu baza affecté basi na bango balandi bango basi na bango balembi tangu soko mona mutatelemi basali yo discours mulai masata musa problème affectif pona héros ya pesili bino wana atalibana na yete akipe bango te mona belaki basali ebele pona komema bino na élection ko exiger bango sikoyo eza unhumain. Alors peut-être que bakoyi kozana bobandi, peut-être que bakos banga bakanga bango bakosana ba calcul parce que les politiciens basana ba calcul mingi yango wana société civile bana oyo ya balusha bana oyo ya filimbi bato ya kojedia bato ya église CLC tangu yangoyo bozo ba initiative na kuku bozo na ba politiciens wana balekisa ba message na ba base na bango babongama potango ko beta eza penza lolo nani kano ebeti boye bu ba ebina place ba ko kangate madusu nyo se toboki. Donc yango wana bandeko ere ya ko bana musala yango mona nga ya suke zaki wana. Merci beaucoup pour le mot de la fin. On a trop parlé. Quand on parle trop, les gens ne peuvent pas s'y pour retenir. Je voulais, moi, d'abord pour le peuple congolais. Je vais d'abord commencer par féliciter Bande Konanga Yabounia. La façon donc de démontrer détermination dans Bango. C'est Beni. Beni Boutembo. Donc vraiment, moi, il y a ma félicitation et pas Yabiso. Bon, là, ici, détermination. Les gens pensent que Kinshasa égale au Congo. Mais Congo n'est pas égal à Kinshasa. Kinshasa n'est pas égal au Congo. Donc, c'est pas quelque chose qui doit seulement être à la Kinshasa. Donc, Équateur, Bandundu, partout. Tout le monde ndenge nanga na Kabila ba traité biso bazoba. C'est vrai, ba élection il fallait comment. Moi, j'étais la première ici là tant bata Senko Bayaki. J'ai dit na Basango, j'ai dit vous êtes venus faire la publicité des élections. Sango atalanga na yeso mabeka ko yo akomi mokonzi a remplacer Mosengo. Atala kingai atinga loboko boye mama na bien na kei. Mais aujourd'hui, je me réalise qu'il fallait donc comme un point oyo pour de vrai.
pour que le monde entier, et puis Congolais, Mourami se mesurer nanou. Ndenge papa Gérard Alobido, Moutou beta kayo aza mukolo, mais lelo yo za makasa kolekaye. Donc, Kabila ninga zana, ne vous en faites pas. À comprendre à moni peke, non peuple congolais. Et à somme. Donc, tous ont le souci, ndenge to l'amour qui to télé mito kende. Je me souviens en 98. Bana Kingasani ba démontrer bana Njili. J'ai été vraiment témoin vivante comme ça. Le même jour, je devrais aller na Bazaïr, mais na Vanda na po Njili. Et je pense pression artérielle les ouangana na kore côté les matés. Donc na mona ki bibembe écoulé bazaka na manduki. Mais biso tozaka na manduki te. Quand bien même nombre, mais c'est la même chose. C'est juste avoir cette technique là. Pour un côté c'est bon que bango na manduki, biso na lance pierre oya David. Liboso na Goliath. Kabila aujourd'hui se fait Goliath, mais il n'est pas Goliath à vie. Un leader, tu as un temps déterminé pour Yamsala Nayo. Mais à ce moment, c'est vrai, il est soutenu par pour garder silence. Le monde entier garde le silence. Parce que moi, coltan na bango, moi biloko na bango à sous-sol, il y a Ophélie. Bon, Kabila. Donc Kabila est redevable envers ces gens-là. La Belgique, la France, tout ce monde, les États-Unis, mais pas vivre en haut. Moi, je dis le message congolais, plus rien ne sera comme avant. Donc, tant mais à partir de l'élo, plus rien ne sera comme avant. Nous sommes plus des bêtes. Nous raisonnons. Nous sommes plus des imbéciles, nous sommes plus des cons. Donc, tous les gens sont louloutés, parce que Kabila Zomo n'a pas loulou. Et il a répondu tantôt na Mouta Senko à Lobby, si toi tu proclames les résultats, prétendre, tu vas voir ce que je vais faire. Qu'est-ce que tu vas faire, Kabila? Qu'est-ce que tu vas faire à 92 millions d'habitants à Congo? Franchement, moi à ta place, je préfère à moi dignité ou étikali. Donc à moi dignité, il y a 80 entreprises, mais tu risques de tout perdre. Bande kwa beni félicitations. Bande ko bisika nyonso bozoyo kabiso félicitations parce que tout ça est longo. Na kozonga su bande ko ngai oyo bazako garder biso mboka. Na lundi moko batindeli biso na Kingabwa. Bana bazo sepela. Donc basoda batiki na bango donc bango. Donc merci beaucoup, c'est déjà un signe que oyo diaspora eza koloba. Bozoyoka. Le problème à Kin, dernièrement j'étais à Kin, c'est quoi le problème? Il y a connexion. Donc le message audio, ils peuvent entendre facilement. Mais les vidéos, ils ont tourné. Donc même eux, pour voir, c'est un peu difficile. Donc il y a beaucoup de techniques, beaucoup de choses que les gens sont en train de parler d'ici par là. Pour comme la bango, mais des fois, ils ont commenté parce que baza connecté. Mais ndambo ekomi ba soda o ba yoki oyo ba sali lelo papa tango zongi kendo yebisa pe muninga na obi mon cher obi to wuti kuna soda ata ba botolo masasi mo yebi technique mususu mutu moko te na mukilo ata oza kutu soda o violer mwana mutu o sepeli mais soki ba violer mwana na yo moko soda papa mwana ya yo o mona bébé moi ce qui me fait mal un bébé de moins d'une année yo tata mukolo zo violer. Moi, on a 18 mois. Mais, si on a comment tu vas te comporter? Comment tu vas te sentir? Donc, pour soutenir Bissoni, parce que Kanisa Kabila fouta combien? Ndako, comment coûte qu'on va ne pas ninga? Par mois, il y a ta soso. Mon bout coûte quand même, basé, il y a peu moins soso. Kanisa, ndako fouta combien? Kabila te paye combien? Droit na yo, pourquoi Kabila doit se moquer de toi? Papa nangai soda. Boyebi ata botol mantou be boyebi modèle oyo bino pe sengeli bozwa yango pe bo boma ba mercenaire na ye wana. Bo bomi ba mercenaire comme ça to yoka Nations Unies etele. Lokola bango baza bato biso banyama. Nde à ce moment là Nations Unies de tokutana. Ba yebe je sais plus. En tout cas, vraiment nzamba sunga biso na yebi ke temps oyo komi likambo nzambe. Parce que tout est possible dans Nzambe. Merci, merci, merci. Merci. Les bonnes choses ne durent pas. Les bonnes choses ne durent jamais. C'était un réel plaisir de vous savoir nombreux ici sur le plateau congolien. Nous avons reçu d'éminentes personnes qui, chacun à son tour, nous a un peu donné son point de vue par rapport à la situation électorale au pays. Je crois que nous pouvons d'ores et déjà prendre rendez-vous pour le 6. N'est-ce pas que c'est le 6 que
qu'il y aura la proclamation, peut-être le 6, peut-être le 7. Nous vous tiendrons au courant. À ce moment-là, nous reviendrons pour parler de ce qu'il y aura à faire en fonction des résultats. Ce qui peut et cause à la célébration. Le 6 n'est pas pour proclamer résultat. Ce qui peut cause à la célébration, il y a victoire, il y a baninga. En tout cas, ce qui est sûr, Bamsous Barozana Nesengo, Bamsous Barozana Mawa. Tant que nous biso nyonso, il faut tous aller déjà na pied de guerre. Ah, on appelle les Salemi et Belé. Tous aller déjà éveillé, tous aller côté téléma, tous aller comme il est déjà parce que il se pourrait que on les a causé la biso lobby et les sous plus dramatique. En tout cas, bah signaux et ça comme on en a ébélé. Jamais un président qui veut laisser son poste ne peut se préparer de la manière où tout ça comme on a fait des accords salema, manière où tricherie, manière où c'est qu'on tient en place par mesure de sécurité, bana basa ko kufa yozo kende lobby, élection zo ko salema po yo kende. Pourquoi amener le peuple à mourir? Pourquoi encore pendant que bazosa la campagne yo kei na yo, osali 17 ans na yo? Pourquoi ozo boma batu tina dernier jour ya mandat na yo ozo boma kaka? Qu'est-ce que tu prépares encore, Kabila? Qu'est-ce que tu nous prépares encore? En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci à tous les invités. Merci Papa Jean-Richard Baka. Merci Papa Jean-Emmanuel. Merci Moutou, Erléo, Raymond. Merci Gérard. Merci Papa Sage. Merci Maman Denise. Maman Denise, la Mouka, la précision est importante pour elle. C'était Stanislas Moulabi pour les Congoliens, pour vous servir. À bientôt. Merci.